Alors du coup, bienvenue aux EGC 2024 déjà. Je vais vous présenter notre premier intervenant qui s'appelle Sébastien Bénard. J'ai une fiche mais je vais essayer de le faire sans, normalement je le sais. Voilà, il va le refaire. Voilà. Alors déjà c'est l'un des cofondateurs du studio Motion Twin. C'est également le lead game designer d'un petit jeu dont vous avez peut-être entendu parler qui s'appelle Dead Cells. Après Dead Cells, tu as fait des jeux en solo, sous le pseudo Deep Night, et les jeux c'est Deep Night Games, auto-édité. Ton dernier jeu en date c'est Nuclear Blaze, voilà, un jeu d'action où il faut affronter un incendie et il y a des choses qui se passent, imprévues. C'est un jeu que... Ah oui, tu es aussi un aficionado des Game Jam. Tu as gagné 3 Ludum Dare, j'ai vérifié apparemment l'historique de la Ludum Dare, c'est quand même pas mal. Donc pour vous donner une idée, c'est 3 de plus que moi par exemple. Voilà. Et puis, et donc Nuclear Blaze justement, c'est un jeu dont tu as fait le prototype pendant une Game Jam et ensuite tu l'as transformé en jeu commercial. Et c'est justement ce dont tu vas nous parler aujourd'hui, comment on fait pour passer d'un jeu de jam à un jeu commercial. Voilà. C'est ça, non? D'accord. C'est pas ça, mais ce sera... voilà. Donc je vous laisse la parole. Normalement, on m'a dit qu'il y avait un petit chrono, alors j'ai pas vérifié l'info, mais voilà. Bon, Du coup, on a environ 50 minutes de presse, et ensuite on aura 10 minutes de questions. Préparez des questions, notez des trucs. Moi j'en ai plein, mais ce serait dommage que ce soit que moi qui fasse, donc voilà, préparez des trucs. Et puis dans 50 minutes, voilà. Bonjour, je m'appelle Sébastien Bénard. Déjà, merci beaucoup pour plein de choses, pour l'organisation évidemment, me donner l'opportunité d'ouvrir le bal, donc un petit coup de pression, mais c'est cool quoi. Et puis surtout, voilà, pour offrir l'occasion de pouvoir s'exprimer sur des sujets. J'essaie de faire un truc qui, a priori, concerne potentiellement pas mal les étudiants, puisque là, on parle de jam, mais en fait, on parle de projets, de petits projets. Ça va le son? Vous m'entendez bien? Ouais. On parle de petits projets qui deviennent des gros projets ou des projets sortis. Donc c'est assez applicable en fait à des projets étudiants, des projets de jam ou d'autres formats de jeux de ce genre-là. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Je vais faire une petite audit, du coup. Ouais, ça marche. Du coup, pour me resituer un peu dans le contexte, donc ouais, voilà, Sébastien Bénard. Donc Deep Night, c'est mon pseudo en fait, choisi il y a très longtemps que je regrette beaucoup aujourd'hui parce que à chaque fois c'est une nuit profonde, c'est incroyable. Donc ça, c'était il y a une vingtaine d'années maintenant. J'ai été à Motion Twin pendant à peu près 18 ans, en tant que fondateur initialement, et après en tant que... tout début en tant que graphiste, c'est un malentendu. Je suis resté en tant que développeur, parce que c'est mon cœur de métier quand même, quoi. Et je suis devenu game designer après, par la force des choses, en fait, dans le temps. Donc aujourd'hui, je suis un peu biclassé dev et game designer, quoi. Hop. Donc oui, j'ai effectivement bossé sur Dead Cells. On était une toute petite équipe, on n'était que 2 en fait au départ sur ce projet, et ça a grossi au sein de Motion Twin. Et donc j'y étais, je faisais pas mal de trucs différents. Bon, j'étais développeur principalement, lead dev dessus, mais après tout ce qui était directeur créa et game design aussi pas mal. Même des trucs de moteur, enfin je touchais un peu à tout, mais comme après à Motion Twin on avait un modèle horizontal, on pourra en parler si vous le voulez, donc forcément on se retrouvait à toucher un petit peu à tout. J'ai quitté la boîte il y a à peu près 3 ans, après la sortie de Dead Cells justement, quelques mois après, pour me lancer dans mes propres aventures, crise de la quarantaine. Je me suis dit hey, tiens, je vais faire mes jeux tout seul, et c'est cool, c'est plutôt cool. Mais justement on va en parler pas mal parce que l'idée, c'est ce que j'explique aujourd'hui, c'est un peu la manière dont j'ai abordé mon lancement en mode solo. Il y a beaucoup de trucs en fait que j'ai appliqués un petit peu en mode un peu excessivement rationnel, mais qui finalement sont avérés plutôt pratiques et m'ont pas mal sauvé la mise. C'est ce dont on va parler. Petit aparté aussi sur les jeux jam qui sont devenus des jeux commerciaux. Il y en a beaucoup, vraiment beaucoup, beaucoup. J'en ai même découvert en cherchant moi-même. Donc là, donc il y a des jeux Ludum Dare, Global Game Jam, GMTK, etc. Shotgun King, qui est d'ailleurs un ancien de Motion Twin qui l'a fait. Inscription, Broforce, Mini Metro, ça je savais pas pour le coup. Evoland, qui est aussi un ancien de Motion Twin, qui ont fait Dune et tout ça, War Tales. Super Hot et Dome Keeper. Donc ça, c'est des exemples parmi d'autres, on va dire les plus connus, mais en fait des jeux qui ont donné naissance, alors pas forcément directement, mais en tout cas qui ont une influence forte et qui sont devenus des jeux commerciaux. Il y en a beaucoup en fait, quoi. Donc c'est une voie tout à fait viable et qui est assez logique, vous le verrez.
Petit trailer pour expliquer le jeu dont je vais principalement parler au début. Nuclear Blaze, donc ça c'est le jeu que j'ai réalisé en fait en solo après mon départ de Motion Twin. Et donc il s'agit d'un jeu assez court qui est issu d'une game jam. Je vais vous raconter un petit peu l'histoire, mais pour donner un peu de contexte, je vais vous montrer. Je pense que je dois pouvoir le lancer. Je pense. Ça marche. Il y a du son. J'espère que ce sera pas trop fort. Ou il n'y a pas de son. Je vais bruiter à la bouche. J'adore tout ce qui est cartes et particules. Vous le verrez, c'est... incroyable. Donc Nuclear Blaze, et d'ailleurs suggestion de pub incroyable derrière, merci les algorithmes Google. Donc Nuclear Blaze, effectivement, voilà donc mon premier jeu en solo, qui est donc, comme je disais, issu d'une game jam, à savoir le Ludum Dare, alors je ne sais plus lequel, il y a 3 ans donc environ. Et c'est un jeu en fait que j'avais conçu initialement comme étant le point de départ, c'est que je m'étais dit je voulais faire un jeu de pompier en plateforme. Alors, quand j'avais évoqué ça dans ma tête, tout seul, dans mon monologue mental, je me suis dit il doit y en avoir d'autres et tout. Et en fait, très paradoxalement, je n'en ai pas trouvé d'autres. Du coup, je me suis dit bah ça semblerait plutôt pas mal de tenter ce genre de truc en jam. C'est un petit format, ça va être marrant et tout. Bon, c'était un peu plus compliqué que prévu. Et le deuxième truc, c'est que à ce moment-là, j'avais un garçon de 3 ans, donc j'en ai 2 maintenant, et qui était gros fan de La Patte Patrouille et de Sam le Pompier, si vous voyez. Et donc je me suis dit ça pourrait être rigolo en plus au passage de faire un jeu qui va lui plaire en fait, parce que si je fais un jeu violent, forcément c'est pas tout à fait son truc, et c'était son premier jeu vidéo d'ailleurs. Mais du coup il y avait un petit peu ce double effet de me dire voilà, je voulais faire un jeu de pompier et en passage un jeu qui serait compatible pour les enfants, en tout cas jouable pour les enfants. Le jeu s'est bien passé, c'est un jeu fait en 48 heures sur le Ludum, donc le format compo du Ludum, donc 48 heures solo. Ça s'est plutôt bien passé, la réception était plutôt correcte, c'est-à-dire que c'était pas le jeu du siècle, mais globalement les avis étaient positifs et il y avait vraiment énormément de feedback constructif sur c'est cool, ça serait bien de voir un truc un peu plus gros quoi, et plus développé que ça. Et je me suis dit c'est une bonne idée en fait, et c'est exactement ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit à ce moment-là, je venais donc de quitter la boîte, ça faisait à peu près 1 an que je préparais mes outils, que je mettais un petit peu en place mes choses et tout ça. Je me suis dit, ça serait peut-être pas déconnant de sélectionner ce projet-là comme étant le premier projet en fait, de jeu sorti en solo. Et pour ça, il y a pas mal de raisons. Justement, on va les évoquer là. Déjà, c'est un petit projet. C'est qu'en gros, c'est un projet sur lequel je sais qu'il n'y aura pas des ambitions folles parce que le gameplay ne permet pas d'avoir des ambitions absolument folles dessus. On va forcément rapidement atteindre les limites du game design, du gameplay de ce jeu. Mais c'est plutôt un truc cool. Ça veut dire que le projet ne risque pas d'exploser en termes de taille et de complexité. La réception était plutôt bonne, l'accueil était plutôt bon du point de vue du public. Donc là aussi, ça me permettait de sécuriser un petit peu le truc et de voir, d'être relativement en confiance, quoi. Ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est qu'assez paradoxalement, les jeux de pompiers, on se dirait ouais c'est super populaire et les enfants adorent ça et tout. Et en fait non, pas du tout. En gros, les jeux de pompiers, basiquement, à part des simulateurs allemands de Fire Simulator, vous n'avez pas grand-chose. Et c'est toujours abordé de manière super sérieuse en fait, vraiment de manière toujours réaliste, simulationniste, etc. Pour trouver des jeux de pompiers façon arcade, il faut remonter à l'époque PS1 et Super NES, donc autant dire assez loin. Et il n'y en a pas vraiment de récents. Alors, il s'avère que le jour où j'ai sorti le mien, 1 mois après, il y en a un deuxième qui est sorti dans le même style. Comme quoi. Mais globalement, au moment en tout cas, j'ai commencé à bosser dessus, c'était quelque chose qui était absolument pas trop présent en fait dans le game, quoi. Un point très important, parce qu'on l'évoque assez souvent, d'ailleurs on en a encore parlé hier soir, c'était pas le projet que je voulais faire à tout prix, c'était pas le projet de ma vie, quoi. C'était un jeu raisonnable
qui m'intéressait, bien sûr, mais ce n'était pas le jeu du siècle sur lequel je voulais à tout prix me lancer. Il est là, le jeu du siècle, dans ma tête, mais il n'est pas encore aujourd'hui en place. Je dis ça parce que, malgré l'expérience, je me lançais quand même pour la première fois en solo. J'avais beaucoup de choses à apprendre sur le pipeline de prod de Steam, sur le marketing, sur la communication, etc. Et donc, c'est jamais une très très bonne idée, voire c'est carrément une mauvaise idée, de se lancer tout de suite sur le projet qui vous tient vraiment à cœur. Il y a plusieurs raisons. Vous ne serez pas forcément assez expérimenté pour le faire. Ça va être beaucoup d'émotions, parce que c'est un projet sur lequel vous allez avoir beaucoup de mal à prendre des décisions drastiques, alors qu'il en faut, pour le coup. Et vous ne serez pas assez expérimenté, mais je crois que je l'ai déjà dit. Donc, grosso modo, c'est pas généralement une bonne idée de commencer par ça. Donc, ce projet fitait pas mal sur toutes les cases, en me disant, pour un premier projet d'entreprise, ça semble plutôt prudent, quoi. Et l'autre truc intéressant aussi, je trouvais, c'est que je suis solo, donc dev solo. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai un burn rate assez bas. Alors, je sais pas si le burn rate, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Je vais expliquer un peu plus après. C'est en gros combien de thunes vous dépensez par an. Excusez-moi pour le langage, mais vous voyez l'idée. Donc, c'est l'argent que vous dépensez concrètement chaque année, que ce soit votre loyer, votre salaire, etc. Et étant solo, mon burn rate est assez bas en fait. Donc, forcément, les ambitions du projet sont compatibles avec le fait de faire un petit projet, quoi. Burn rate, justement, on va en parler un petit peu, on va le détailler pour avoir des chiffres concrets. Dans mon cas, j'étais parti sur un salaire super bas, le minimum quasiment SMIC. En mode prudent, je me dis, je me donne 2-3 ans pour démarrer, je vais commencer au minimum, quoi. Donc je m'étais dit 1200 € par mois, c'est cool, quoi. Ça m'allait très bien. Le bureau, grosso modo, il faut compter toutes les charges comprises, à peu près 400 € par mois. Ça dépend des villes, des formats et tout. Vous pouvez bien sûr bosser à la maison, mais ça n'empêche que vous avez quand même des charges malgré tout là-dedans. La banque, votre banque en ligne, quelle qu'elle soit, c'est autour de 20 € par mois, quoi, grosso modo. Le comptable qui coûte à peu près 2500 € par an, donc c'est large. Ça semble cher, mais ça n'est pas tant que ça par rapport au fait qu'il vous fasse la TVA, hein, très concrètement. Mais grosso modo, sur tous les services, ça reste un service cher, donc il faut l'anticiper. Et selon le format d'entreprise que vous choisirez, pareil, on peut en discuter. Moi, j'étais SARL directement, je ne suis pas passé par le statut auto-entrepreneur. Ça veut dire que si vous êtes à SARL, vous avez de l'URSSAF dès la première année. Il faut l'anticiper, c'est 2500 € à peu près dans l'année. Ça fait partie du burn rate. Bien sûr qu'on ne multiplie pas par le nombre de personnes si vous êtes plusieurs, hein, c'est l'URSSAF. Enfin, si, je suis une connerie, l'URSSAF, si. Donc, au total, le burn rate, moi, ça faisait à peu près 30 200 € par an que je devais réussir à sortir. Petit détail dans le calcul, vous voyez, le salaire, je l'ai multiplié par 1,4. C'est un cas particulier des SARL, mais c'est à peu près pour ce type de salaire le montant de charge, ce que ça coûte réellement à l'entreprise. C'est du fait d'être gérant dans une SARL, vous versez un salaire qui n'est qu'à 40%. Donc, c'est plutôt intéressant quand on est solo aussi. Et donc voilà, donc ça fait 30 200 € à sortir tous les ans. Ça, c'est le but, l'objectif de ce jeu, quoi. Parlant argent, bon là, il y a plein de choses que vous aurez sans doute déjà vues, mais grosso modo, quand on sort un jeu sur une plateforme, que ce soit Steam ou n'importe quelle autre, elles ont à peu près toute la même mécanique, c'est que vous avez de l'argent de toutes les ventes. Le store prend son cut de 30%, donc vous faites la somme que vous avez reçue fois 0,7, la TVA qui passe dessus, fois 0,8, et un facteur dans lequel on met plein de trucs, qui est en gros la moyenne internationale des prix, parce que forcément, par exemple, au Brésil, en Europe ou aux États-Unis, vous n'aurez pas le même prix. Et aussi la moyenne qui est liée au fait que vous allez mettre en promo votre jeu de temps en temps. C'est un facteur très arbitraire, mais qui n'est pas très loin de la réalité. 0,85. Tout multiplié, ça nous fait un 0,48. Ça, c'est grosso modo, vous prenez le prix de votre jeu, vous multipliez par ça, c'est ce que vous avez concrètement dans la poche à la fin. Le prix du jeu, justement. C'est un gros truc difficile à faire, à choisir le prix de son jeu. Il y a des price tags sur Steam, donc ce sont des paliers. Ils sont importants parce qu'en fait, le prix du jeu n'est pas aussi important que le price tag que vous choisissez, le palier. Le palier est associé à pas mal de choses en fait, sur Steam. Un jeu à 14 €, vous savez tout de suite à peu près quels sont les jeux à 14 €. Vous avez une idée mentale en fait, de ça. Il faut bien choisir son price tag, il ne faut pas brader son jeu. Très concrètement, ça fait 23 ans que je fais des jeux à différents formats, free-to-play ou autre, quoi. Ça n'a jamais fonctionné une seule fois devant le jeu moins cher. Jamais. Ce qui fait que ça fonctionne quand vous vendez votre jeu moins cher, c'est que vous le faites sur une durée limitée, mais ne bradez pas votre jeu, ça n'a aucun intérêt, vous allez juste gagner moins d'argent. D'ailleurs, fun fact, moi je l'ai mis à 8,99 pour commencer, je l'ai monté un an plus tard à 9,99 parce que j'étais un peu bête, et j'avais choisi 8,99 par pur syndrome de l'imposteur. Ce qu'on a tous, forcément, quelle que soit notre expérience, mais on a toujours tendance à tirer le prix vers le bas en espérant que ça passe plus facilement, que les gens acceptent plus le jeu. Bon, la réalité, c'est que ça n'a pas vraiment d'impact. Tant que votre price tag est cohérent,
ça devrait aller, quoi. Si vous êtes un rogue, vous êtes autour de 14. Si vous êtes un jeu vert, vous êtes autour de 20, etc. Enfin, c'est vraiment une question de cohérence. Descendez pas en dessous de 8, ça c'est une petite parenthèse aussi. Pas trop d'intérêt. Donc, si on prend l'exemple du facteur en haut, donc on prend notre 8,99 fois 0,48, voilà ce que rapporte très concrètement sur le compte en banque un jeu vendu, une unité de jeu vendue sur Steam, quoi. Donc, si on prend le burn rate de 30 200, on divise par ça, et on a donc le nombre d'unités que je suis censé vendre pour tenir une année, ce qui est 7000 unités à peu près, quoi. En ayant ce chiffre, je le précise aujourd'hui, je le détaille un petit peu, ça m'a vachement rassuré. En fait, quand j'ai vu ce truc, je me suis dit, 7000 unités, ça va, c'est faisable, surtout pour un petit jeu avec a priori un peu de niche et tout ça. Si je fais un minimum correctement le marketing, normalement ça va, ça passe, quoi. Et le fait d'avoir vu ce chiffre m'a pas mal rassuré. J'étais pas en train d'essayer de vendre un jeu 40 000 unités, quoi. Donc 7000, ça reste plutôt dans le succès raisonnable. Un jeu qui fait correctement son marketing fait ça à peu près. Donc c'était plutôt pas mal. Ça m'a beaucoup détendu. On reparle un petit peu, parce que là j'ai un petit peu divergé. Le prototypage de Game Jam, c'est quoi l'intérêt ? Les Game Jam, vous en avez en différents formats. Vous avez du 48, 72 heures, une semaine, un mois, ou 3 semaines. Enfin, il y a différents trucs. Mais c'est court, malgré tout, comme durée. Ça veut dire qu'il faut faire l'intégralité du jeu sur cette période. Vous le voyez sur les projets étudiants, c'est strictement la même chose. On part de zéro et à la fin, on a un jeu. Quelque chose de magique, d'ailleurs, je trouve à ça, de se dire, samedi matin, vous démarrez un truc, et dimanche soir, vous avez un jeu qui n'existait pas. C'est un truc, quand même... Wow. Un des trucs que je trouve intéressant, de la même manière que les projets étudiants, mais pas pour les mêmes raisons, vous devez rendre votre truc. C'est qu'en gros, quand vous engagez dans une jam, il y a un espèce d'effet psychologique de se dire il faut qu'on termine, quoi. Et surtout qu'on n'est pas le seul et qu'on a d'autres développeurs, développeuses avec nous qui sont en train d'essayer de sortir leur jeu également. Donc il y a une espèce de levier psychologique assez fort et assez efficace qui permet justement de se dire il faut rendre un truc, quoi. Même si c'est pas transcendant, il faut rendre, quoi. Et du coup, corollaire de ça, de cette fameuse durée un petit peu courte, c'est que c'est génial pour garder le projet dans une dimension assez raisonnable, éviter de partir sur un jeu trop compliqué, des choses comme ça. Le fait d'avoir une durée limite vous interdit de toute façon de vous éparpiller. Si vous vous éparpillez, c'est automatiquement foutu. Et donc on est obligé de se dire, le jeu il fait ça, et il ne fait pas autre chose. Il sera vraiment focus sur une question, un gameplay, une mécanique, et il ne va pas se perdre dans des errances et tout ça. Ce qui arrive par contre sur des gros projets. Donc c'est un truc qui est quand même plutôt sympa sur le format Game Jam. Du coup, comme je disais tout à l'heure, des jams, j'en ai fait pas mal pour le coup. Ce que je trouve intéressant, c'est que c'est vraiment très, très, très formateur. Typiquement, j'ai pu apprendre, j'ai jamais fait de jeu d'infiltration en tant que projet commercial, mais j'en ai fait plein en jam pour le coup. Donc, les mécaniques de cônes de vision, d'IA qui te suivent, de choses comme ça, de personnages qui vous lâchent, qui vous perdent ou qui se souviennent de la dernière position. Si j'avais pas fait de jam, je saurais pas le coder aujourd'hui. Donc, c'est le genre de truc que j'aurais pas eu l'occasion de croiser. Pareil, j'ai fait un petit GTA avec une physique de véhicule très basique en vue de dessus. J'ai jamais fait de jeu commercial autour de ça, peut-être. Mais en tout cas, c'est le genre de choses qu'on aborde parce qu'on a fait une jam et on s'est dit, tiens, je vais faire un jeu de vue dessus de voiture. Et tout se focalise autour de ça. Donc c'est top pour apprendre. Le problème avec ça, c'est que c'est pas pareil d'occuper les joueurs et joueuses pendant 15 minutes, à savoir la durée de vie d'un jeu de jam, que d'occuper les joueurs et joueuses pendant genre 8 heures, quoi, si c'est la durée le playtime que vous visez. Et donc ça, c'est un problème parce que forcément, par design, les jeux de jam sont construits de manière assez fermée. C'est-à-dire que c'est des jeux qui sont autosuffisants sur 15 minutes, mais des fois, quand on tente de les étendre, ça pose des problèmes. Ce qui se résume plutôt à ça, c'est qu'on a une super core loop. C'est vraiment la partie souvent dans une game jam, c'est que vous avez une très bonne core loop. Le jeu fait ce qu'il fait, c'est-à-dire que c'est un jeu de pompier, il faut éteindre des flammes, c'est facile. Mais par contre, la méta loop, c'est-à-dire la loop globale, celle qui est entre chaque partie, souvent est très faible, voire inexistante, parce que c'est pas le propos d'un jeu de jam. Et ça, c'est un problème. Il vaut mieux l'avoir dans un coin de la tête parce que c'est un problème qui survient automatiquement dès que vous grossissez ce jeu. Forcément, il n'a pas été pensé pour avoir une méta loop a priori. Donc, vous pouvez l'avoir pendant le développement de la jam, mais c'est un problème que vous allez forcément, c'est principalement le problème que vous allez rencontrer en grossissant ce projet. Donc sur Nuclear Blaze, ça c'était mon problème pendant 8 mois. C'est cool à petite échelle, mais alors qu'est-ce que c'est chiant à grande échelle ? Donc ça c'est lié, comme j'essaie d'expliquer, sur le côté beautiful, c'est pas que mes designs sont beautiful, c'est vraiment un design qui est autosuffisant et souvent du coup assez fermé. Et donc dès qu'on rajoute un truc, ça tout s'effondre, ou tout devient un peu complexe, ou alors ça fait trop. Et donc ça c'est spécifique aux petits projets qui grossissent. Par exemple dans Nuclear Blaze, c'est un jeu où il faut éteindre des flammes. C'est un jeu de pompier, jusque-là plutôt cohérent.
quand j'ai tenté de grossir le truc, je me suis assez rapidement heurté à je manque d'idées en fait de ce que je vais affronter. J'ai fait des explosions, j'ai fait des jets de flammes qui sortent d'un tuyau, j'ai fait des plafonds qui s'effondrent et tout ça. Mais globalement, au bout d'un moment, le quotidien d'un pompier, c'est ça grosso modo. Il y a quelques autres particularités. Après coup, j'ai eu des idées, mais sur le moment, c'était vraiment un point qui était assez difficile. Et je rajoutais des ennemis dedans, c'était une très très mauvaise idée, ça n'a rien à foutre dans le jeu. Mais c'était justement parce que j'étais arrivé au bout du design en fait. Et ça, c'est quelque chose qui était vrai parce que c'était un jeu de 15 minutes et pas un jeu de 8 heures. D'ailleurs, pour l'info, le jeu a un playtime aujourd'hui de 2 heures. Donc vous pouvez le finir en 2 heures. Et 4 si vous jouez New Game Plus, mais grosso modo, ça reste très très court. Mais ça, c'est une conséquence en fait de ces limitations de design. Je vais arrêter de montrer cet écran parce que vous ne voyez pas du tout. Donc, celui-là. Donc l'autre problème aussi, c'est comme je disais, sur la méta-progression, c'est les upgrades long terme, le côté Vania d'un Metroidvania ou des choses comme ça. C'est l'exemple du double saut. Si vous avez un jeu où vous avez conçu le jeu avec le double saut au début, et ensuite vous dites, maintenant on va faire du Vania, on va le développer sur 8 heures. Et là vous dites, je vais enlever le double saut, comme ça on va le gagner 1 heure plus tard. Et bien d'un seul coup, le jeu paraît super clunky au début, ça fonctionne pas. Et ça c'est pareil en fait dans ce genre de jeu, c'est que dès l'instant où on commence à toucher à la core loop pour essayer de la rendre upgradable, limitée au début, puis débloquée plus tard, et bien d'un seul coup, on casse complètement le game feel en fait, du jeu. Et donc, ça amène à des situations, même des choses qui en apparence sont très très simples à faire, rendent le jeu d'un seul coup moins plaisant, moins beau et moins élégant en fait, quelque part. Dans mon cas, j'ai eu pas mal de difficultés avec ça aussi. Sur Nuclear Blaze, je vais en parler notamment, par exemple, la limitation en dos. Au début du jeu, on pouvait arroser autant qu'on voulait dans la version Jam. Il n'y avait pas de limite d'eau. Et j'ai gardé ça pendant à peu près un tiers du projet sans me poser même la question. C'est pas un truc que j'ai remis en question du tout. Et à un moment, j'ai un collègue à qui j'ai montré le jeu qui m'a dit mais c'est cool ton truc, mais c'est dommage qu'en fait on a toujours de l'eau, on n'a jamais en danger d'eau en fait quoi. Et sur le moment, je me suis dit bah oui, en fait je suis con. Pourquoi j'ai pas fait ça? J'ai passé le truc avec une limitation d'eau, j'ai placé des spots dans le niveau qui permettaient d'aller se recharger. Et d'un seul coup, il y avait du level design, il y avait du danger, il y avait des niveaux qui avaient moins d'eau que d'autres. Et d'un seul coup, on avait une rythmique qui s'installait. Donc, c'est souvent assez délicat en fait, de casser ce genre de design pour l'étendre au long terme. Il vaut mieux le savoir au départ. Une façon d'éviter ça, c'est quand vous êtes en train de concevoir un jeu de jam, surtout si vous êtes à plusieurs, n'hésitez pas à aborder succinctement la question de qu'est-ce qu'on pourrait rendre améliorable là-dedans. Ça ouvre en fait dans votre esprit certaines portes de dire peut-être que plus tard ce jeu va grossir. Est-ce qu'il y a de la place pour des upgrades sur ce jeu? Si c'est pas le cas, c'est pas très grave. Vous faites votre jeu de jam, mais ça peut être un élément limitant pour la suite. Dans mon cas, j'ai patché ça en fait en rajoutant du vernis d'histoire dessus, notamment l'univers SCP. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un peu genre les liminal space ou ce genre de choses. C'est un univers collaboratif et écrit qui est passionnant. Si vous voulez faire des jeux d'horreur demain, vous pouvez prendre n'importe lequel des milliers de pitchs SCP. Ils sont tous horribles. Et je me suis un peu servi de ça pour faire beaucoup de références à l'univers SCP et raccorder un petit peu le jeu sur quelque chose de la pop culture, entre guillemets, d'Internet. Et donc, effectivement, j'ai patché les manques de variété gameplay par le fait d'avoir rajouté des éléments d'histoire et avoir déroulé une sorte de scénario léger en fait, en fil conducteur. Mais si on enlève ce scénario, en fait, c'est relativement pauvre en réalité dessous, mais de par ces limitations que j'évoque aujourd'hui. Autre aspect important que je ne regrette pas du tout d'avoir fait parce que ça m'a beaucoup aidé, le mode enfant. Donc comme je disais, initialement, c'était fait pour mon fils qui avait 3 ans à ce moment-là. Et donc j'avais forcément dans un coin de la tête me dire, ce jeu, il faudrait qu'il soit jouable pour un enfant de 3 ans. Bon, très rapidement, le jeu s'est complexifié, il est devenu vraiment difficile et tout, donc il était assez rapidement difficile d'imaginer que ça allait être jouable pour un enfant de 3 ans, ne serait-ce que parce qu'il y avait un bouton de saut. De la synchro de départ pour les enfants, c'est quand même assez délicat. Donc j'ai commencé à rajouter pas mal d'options d'accessibilité qui vous permettent de vous mettre jusqu'à la vie infinie si vous voulez. Vous pouvez avoir plus d'eau, une lance incendie qui fait plus de dégâts au feu, entre guillemets, qui l'éteint plus vite. Vous pouvez même arrêter la propagation des flammes si vous voulez. On l'a pas sur le screen, mais qui évite que le feu se propage, qui stabilise vachement le rythme du jeu, ou ralentir cette propagation pour avoir un truc un peu plus chill quand même entre les deux. Et globalement, selon ce que vous activez ou pas, vous avez une barre de difficulté qui vous indique grosso modo où vous en êtes. Et le jeu juge jamais ça. Il n'y a rien qui soit bloqué, guetté contre la difficulté. Si vous voulez jouer en mode ultra facile, vous pouvez terminer le jeu intégralement, débloquer tout, les achievements, tout ça. Il n'y a pas de gating là-dessus. C'était un truc.
Ah oui, et il y avait aussi un mode enfant, parce que je me suis bien rendu compte que le jeu de base, de toute façon, de par ses contrôles, n'était pas adapté à un enfant vraiment en bas âge, qui n'a jamais vu un jeu vidéo, qui ne sait même pas ce qu'est une échelle dans une plateforme, ne sait même pas ce qu'est une plateforme. Et donc forcément, c'était un petit peu compliqué. Donc j'ai rajouté par-dessus un mode enfant avec quelques niveaux dédiés, où il y a énormément d'assists. En fait, vous pouvez juste faire gauche-droite, vous appuyez sur la barre espace, ça arrose automatiquement les flammes proches. Et globalement, ça permet d'avoir un peu moins d'une petite dizaine de niveaux, jouables vraiment par un enfant qui n'a jamais vu un jeu vidéo de sa vie, quoi. L'idée étant de commencer par ça et après d'attaquer le jeu en mode facile, et puis après de progresser derrière, quoi. Grand bien m'en a pris parce que ça m'a permis de faire beaucoup de storytelling. Alors je ne parle pas de storytelling au sens narratif ici, je parle de storytelling en termes de communication. Dès l'instant où j'ai commencé à évoquer sur Twitter qu'il y avait un mode enfant dans mon jeu, tout le monde a fait « Ah, bon c'est vrai, j'étais content de le faire, hein. Je ne l'ai pas fait pour ça à la base. » Mais il y a eu une réaction quand même qui était vachement enthousiaste de ce truc, en fait, de cet aspect du jeu, qui pour moi était juste, je voulais juste faire jouer mon fils, c'était pas une feature principale, quoi. Et sur les questions d'accessibilité, maintenant c'est une évidence aujourd'hui, mais sur les questions d'accessibilité, c'est pareil, c'est quelque chose que les gens ont beaucoup apprécié. J'ai eu beaucoup de personnes en situation de handicap qui pouvaient jouer au jeu avec des devices adaptés et qui appréciaient le fait de pouvoir ajuster le jeu exactement à leur goût et à leur plaisir, quoi, et à leur capacité. Et tout ça, c'était pas du tout prévu. Mais en fait, je me suis rendu compte, voilà, que au fur et à mesure que j'en parlais sur Twitter à ce moment-là, bah, que ça prenait pas mal en fait. Et j'ai assez rapidement pris aussi le soin de ne pas dire que c'était. Enfin, j'évoquais vaguement que j'étais le mec qui a fait Dead Cells, mais j'allais pas le dire gros sur ce jeu parce que alors c'est vraiment le pire moyen de faire que les gens attendent un rogue. Et donc clairement, c'était pas du tout un rogue, c'était très chill et tout ça. Donc pas du tout. J'ai pas trop axé la communication sur le côté de Dead Cells, j'ai pas surfé là-dessus. Mais par contre, sur le côté, il y a un mode enfant, c'est pensé pour être jouable pour les plus jeunes. Ouais, pas mal. Et en fait, j'ai pas du tout anticipé ça, mais je me suis retrouvé à voir, je pense, largement les 2/3 des articles, la couverture presse en fait, évoquait systématiquement le mode enfant, voire dans le titre carrément. Et du coup, c'est quelque chose que j'ai encore une fois pas anticipé, mais qui a été un énorme moteur en fait de communication et de distribution en fait des infos autour du jeu, de relais sur les réseaux sociaux et autres. Et du coup, c'était très bien. Donc, si c'était à refaire, je le referais volontiers, même si c'était pas exactement quelque chose qui était prévu, quoi. Et donc, ce petit jeu de pompier qui commençait, comme je disais, assez chill, où on ne pouvait pas faire grand-chose en fait au final, s'est développé un petit peu en un truc un peu plus complexe, forcément, où ça pète un petit peu plus de partout. Comme je disais, il y a différents types de dangers, des explosions, des tourelles qui tirent et tout. Et bien sûr, des chats à sauver, puisqu'on est un pompier quand même. Ça, c'est pareil, design accidentel. À un moment, je cherchais un truc à mettre dans un passage secret, j'ai mis un chat. Et en fait, ma femme m'a dit, mais fous des chats partout. Et du coup, j'ai mis des chats dans tous les passages secrets du jeu. Et du coup, une partie du jeu, c'est de trouver les chats qui sont cachés. Et dans le mode enfant, ça m'a servi aussi à faire du guidage, vous savez, comment on appelle ça, des weapons visuels pour guider l'enfant. Je mettais des chats à tous les endroits où je voulais qu'ils passent. Et c'était comme un aimant automatique. C'était très rigolo. Et donc voilà, donc le jeu s'est pas mal développé. Finalement, donc, par les chiffres sur les ventes, le jeu s'est vendu au total sur les 2 années d'exploitation au début, 14 000 unités, ce qui correspond à 2 fois mon burn rate, ce qui est du coup exactement ce que je voulais sur 2 ans, donc 7 000 unités par an. Waouh, trop de chance. C'est vraiment de la chance, hein, je pense. Mais, et la version console, enfin les versions console, qui n'étaient pas auto-éditées celle-ci, j'ai bossé avec Red Art Games, qui ont à peu près le même nombre d'unités à une centaine près, grosso modo. Et celle-ci sur 1 an. Ce petit point, je trouve qu'il est important parce on n'est plus sur l'Eldorado de la Switch, sur lequel on était il y a entre 5 et 10 ans, mais les consoles représentent toujours l'autre moitié de vos ventes. Donc si vous avez la possibilité alors pas forcément de faire le portage vous-même, en tout cas de le déléguer, c'est rarement à perte. Même si vous payez une presta pour ça, globalement vous allez vous y retrouver, vous à peu près multiplier les ventes par 2, grosso modo. Bien sûr, il faut que le jeu soit adapté aux consoles, mais le total console reste toujours assez significatif aujourd'hui, même si on n'est plus sur majoritairement Switch comme c'était avant, c'est un peu plus étalé. Oui, on a dit Steam. C'est vrai que je n'ai pas parlé de Steam plus que ça. Un truc, j'aurais aimé savoir hein, avec Steam au début. Ce machin, le Steam, ça peut être potentiellement très long. Donc quand vous savez que vous voulez faire un jeu sur Steam, il faut l'anticiper parce que c'est une procédure qui peut prendre entre 2 mois, je dirais. Et j'ai un collègue qui est américain pour qui ça fait 1 an. Donc ça peut être potentiellement très long selon votre situation et ce que vous faites. Notamment,
Si vous voulez monter une boîte, il faut un SIRET. C'est une procédure qui prend, ça dépend du format, mais vous allez être entre 2 semaines et 2 mois, rien que ça. Une fois que vous avez un SIRET, d'ailleurs il y avait une possibilité a priori de monter en page personnelle, ce que tu avais évoqué, de monter une page personnelle et de se la redonner plus tard pour ne pas avoir besoin du SIRET au début. N'empêche qu'il faut quand même monter une page Steam et ça aussi ça prend potentiellement 1 à 2 semaines selon comment ça se passe avec l'IRS, les services des taxes américaines. Et ensuite, vous avez fait votre page Steam, enfin votre compte Steam, il vous faut une page Steam, donc un App ID. Ça coûte 100 $, ça prend un petit peu de temps à monter. Voilà. Quel est l'intérêt de ce truc? Vous vous en doutez, c'est d'obtenir des wishlists très très tôt. D'avoir un truc où vous pouvez renvoyer les gens pour accumuler des wishlists. Pourquoi c'est si important? Les wishlists, en fait, déjà, c'est votre principal landing page. Oubliez le blog perso ou le site perso. Si vous faites quoi que ce soit de communication autour de votre jeu, vous envoyez sur la page de Steam, ou autre plateforme. Mais en tout cas, vous envoyez sur la page de votre plateforme de façon à ce que les gens puissent vous follow et vous wishlister dessus. Donc ça permet d'éviter de faire des coups dans le vent. J'ai un pote qui disait ça, que je trouve assez pertinent depuis que j'ai ça dans la tête, ça m'omnibule, qui disait qu'en fait quand on fait un post sur Twitter, Reddit, sur Insta ou TikTok ou whatever, si vous le faites sensible, en fait vous faites juste du boulot pour Insta, Reddit et les autres. C'est leur château que vous êtes en train de bâtir avec ça. Et donc il faut utiliser ce que vous obtenez de la plateforme, il faut le rediriger chez vous, en fait, le capitaliser. Que ce soit pour avoir une newsletter à minima, ou sinon idéalement des wishlists sur votre jeu. Le truc aussi, c'est qu'il y a toujours cette espèce d'effet mécanique qui n'a pas trop disparu, qui est que, grosso modo, passer un certain nombre de wishlists, vaguement 7000 aujourd'hui, c'est à peu près la moyenne, vous serez plus visible sur la page Steam au moment de votre release. Ça veut dire que vous allez être présent dans la liste des jeux récemment sortis, les jeux populaires et tout. Il y a un effet de palier un peu chelou de 7000, qui est fluctuant, ça va entre 7 et 10 000, ça dépend. Mais globalement, si vous franchissez cette barrière-là, vous serez plus mis en avant. Et c'est beaucoup mis en avant. C'est-à-dire qu'en fait, le simple fait d'être présent quelque part planqué de la page de garde de Steam, on parle de millions d'utilisateurs qui vous voient, en fait. Donc c'est énorme comme différence. Donc ce palier-là, il est assez important. Si vous pouvez ne pas sortir votre jeu avant 7000 unités, wishlist, c'est mieux. Si ce n'est pas le cas, dit le mec qui l'a fait, c'est pas grave, ça se passera quand même. Dans mon cas, j'avais effectivement 2700 wishlist. Et il y a un truc intéressant aussi, c'est que mécaniquement, on a toujours une espèce de conversion quasi systématique entre le nombre de wishlists et le nombre de ventes sur les 7-30 premiers jours à peu près. C'est grosso modo 80-100% de ce que vous avez en wishlist. C'est-à-dire que si vous avez 2700 wishlists, vous avez environ 2700, ici un petit peu plus. Mais grosso modo, c'est à peu près le nombre de wishlists, c'est le nombre de ventes que vous aurez sur le premier mois. Et le nombre de ventes que vous aurez sur le premier mois, c'est souvent à peu près au moins 25-30% des ventes ad vitam aeternam du jeu. Donc c'est quand même ultra important. Ça ne veut pas dire que ce sont ces wishlists qui se convertissent, mais il y a un système de vase communicant qui fait qu'on est à peu près dans le même nombre. Wishlist égale vente du début. Et si vous cherchez un publisher, c'est du street credit. C'est le principal argument que vous montrerez à un publisher potentiellement. C'est le nombre de wishlists que vous avez sur votre jeu qui est là pour jouer un peu la carte qui dit ça intéresse des gens, ce jeu a un potentiel, c'est les wishlists. C'est vraiment l'argument imparable en général, c'est ça. Donc plutôt vous les commencez, c'est assez linéaire les wishlists, à part si vous avez un youtubeur ou une youtubeuse qui vous met en avant à un moment, c'est quand même une progression linéaire la plupart du temps. Donc plus tôt vous commencez, plus haut vous serez au moment où vous en aurez besoin. Parlons de Tenjutsu, un autre jeu de Jam, également le Doom d'arrêt, qui est en fait la base du jeu sur lequel je bosse aujourd'hui. Ce jeu-là, c'est un jeu qui a été fait en 48 heures également. En gros, le principe de base, qui n'était pas si transcendant avec le recul, c'est que quand on tape un ennemi, on génère des petites orbes, des petits crânes qui tombent par terre. Ensuite, on peut ramasser ces crânes, on peut les utiliser pour marquer les ennemis, et toutes les 10 secondes, il y a une sorte de garbage collector qui tourne, qui fait que tous les ennemis marqués avec des crânes meurent, tout simplement. Et si au bout de 10 secondes, il y a des ennemis, les ennemis ne sont pas marqués, ils continuent à se battre, et toutes les 10 secondes, vous avez une chance d'éliminer les ennemis qui sont marqués. Et quand vous voulez les éliminer, donc au bout de 10 secondes, voilà. Donc ça, c'était pas un jeu pour enfants, pour le coup.
voyez ce que je voulais dire quand on fait un jeu pour d'action? Bon, c'est moins gore aujourd'hui, je m'étais un peu lâché excessivement. Mais voilà, toutes les 10 secondes, c'est ce qui se passe. Les ennemis qui sont marqués sont exécutés. Très Ken le survivant, si personne n'aura la ref. Si. Ce truc-là avait pas mal de problèmes. C'était un jeu, alors, première chose, il a eu une très bonne réception, meilleure que Nuclear Blaze, du fait que ce soit un jeu d'action, que c'était plus immédiat et tout ça. Donc, naturellement, on était dans une frange un peu plus large en fait, de jeux. Donc, il a eu une très bonne réception, ce qui m'a quand même convaincu du fait que ça pouvait être pertinent de pousser ce jeu-là en second. Et puis en plus, j'aimais bien les jeux d'action, j'aime bien quand ça explose et qu'il y a de la particule, comme je disais tout à l'heure. Donc bon, ça semblait un plutôt chouette candidat pour le second projet. Très rapidement, je me suis rendu compte que le jeu, de par son design, avait une assez faible rejouabilité et une durée de vie assez courte. Grosso modo, vous finissiez le jeu en même pas 15 minutes là aussi. Et globalement, il n'y avait pas un intérêt majeur à rejouer en fait, dans le jeu. Globalement, parce que les situations n'étaient pas très organiques, il n'y avait pas de situation émergente qui se produisait dans ce genre de gameplay. Un des principaux problèmes, qui était pourtant là dans le design initial, c'était que ce timer de 10 secondes, il créait beaucoup d'attentisme en fait, dans le jeu. On ramassait les crânes, on marquait les ennemis, et puis on attendait qu'ils meurent, et le cycle de 10 secondes passé, il mourait. Ça, c'est quand vous réussissiez, mais si jamais, par exemple, vous loupiez le cycle de 10 secondes, vous étiez reparti pour une nouvelle boucle de collecte, marquage, attente. Donc c'était quelque chose finalement assez attentiste, qui était plutôt en opposition avec l'idée de faire un jeu d'action. Et à un moment, j'ai rajouté un truc dans le jeu, donc c'était qu'un jeu à base de coups de poing, coups de pied. J'ai rajouté une arme à distance, un kunai. Et ce kunai, c'était un peu vraiment le point de rupture du projet. En fait, le kunai, c'était juste une arme que vous aviez une fois par niveau. C'est un truc qui se recharge quand vous quittez le niveau et que vous en commencez un autre. Et ce kunai permet d'exécuter une cible. Ça permet de le lancer contre une cible et de l'exécuter. Ça a été radicalement... Alors c'est une lance, mais l'idée est la même. Donc on peut balancer la lance sur l'autre, la récupérer et la balancer sur le deuxième. D'un seul coup, un combat avec deux devenait vachement plus dynamique. Bon, les ennemis étaient exécutés direct, il y avait plus d'histoire de timer, mais d'un seul coup, avec simplement toujours les mêmes attaques et une attaque distance, on commençait à avoir des situations beaucoup plus marrantes. Et ça m'a fait penser à un truc. Je suis un très gros fan d'un film. Vous connaissez peut-être, John Wick. Je me suis dit, mais putain, ça ressemble à John Wick quand même, ce côté, t'es en train de taper lui, tu lances un couteau, puis tu t'occupes de l'autre. C'est marrant, quoi. Et je me suis dit, peut-être que là, il y a quelque chose à choper, en fait. Peut-être que c'est une bifurcation par rapport à l'idée initiale, mais qui, d'un seul coup, ouvrait plein de potentiel, en fait. Ce côté combat organique, en fait, que je cherchais depuis le début. Donc, typiquement, j'essayais de me recentrer un petit peu sur quels étaient les piliers, les intentions ou l'essence du projet. Je me suis dit, bon, je veux que ça soit un jeu d'arts martiaux, parce que c'est cool, les arts martiaux. Et je veux surtout que ça soit un truc où le pitch du combat, c'est un contre plein. D'avoir vraiment ce système de combat où, en fait, il se passe plein de choses autour de nous et on passe notre temps à réagir et ne pas éliminer qu'une cible, mais plutôt réagir à plusieurs cibles en permanence, en fait, quoi. Et ça a été le driver, le pilote vraiment principal du projet, et ça l'est toujours. Du coup, dès l'instant où j'ai l'image mentale de John Wick ou Jackie Chan ou ce genre de choses, je me suis dit, bah oui, en fait, c'est ça que je veux produire comme sensation, en fait, dans le jeu, quoi. Et donc, je me suis dit, je m'étais promis, alors je ne l'ai pas mentionné, mais je m'étais promis de ne plus jamais faire de rogue. Je me suis dit, je vais en faire un rogue. Parce que j'aime bien les rogues en fond de moi. Voilà, je lutte contre ça, mais j'adore ça. Je me suis dit, en fait, dès l'instant où j'avais cette lance, je me suis dit, ça serait rigolo qu'il y ait aussi des shurikens, et puis qu'on ait des armes, des bâtons, des épées. Et puis, parce que ça créera plein de combinaisons, et que les armes n'ont pas le même nombre de munitions, et que quand tu lances un truc, ça fait ça. Bref. Et du coup, je commençais à imaginer le fait qu'en rogue, ça fonctionnerait quand même plutôt pas mal, cette recette, quoi. Et c'est sur quoi je suis finalement parti, d'essayer de construire un rogue. Et donc, un an plus tard, voilà à quoi ressemble le jeu. Enfin, ça, c'était en août dernier. Il n'y a pas de son sur celle-là, cherchez pas à monter le volume en régie. Il y a deux boutons. On joue avec deux boutons. Il y a un bouton pour taper, un bouton pour tirer. Il n'y a rien d'autre de ça. Donc c'est extrêmement basique en fait au terme de contrôle. Mais il y a beaucoup de situations contextuelles en fait dans ce système. Et en gros,
je me suis retrouvé à exactement ce que je voulais en fait avec ce truc-là, qui commençait à tendre vers l'idée de ce John Wick façon vue de dessus, d'un combat émergent, combat contre plein et tout ça, et qui finalement est devenu le pilote du jeu aujourd'hui. Alors par rapport au premier proto, où on était sur un truc très attentiste et tout, finalement, je n'en ai gardé finalement que l'essence qui était arts martiaux, et c'est tout d'ailleurs, parce que le kunai n'y était pas au départ. Donc il y a vraiment des fois où en fait, il faut quand même pas mal s'adapter entre l'idée initiale et l'idée finale, quoi. Et pour le mieux en général. Ce qui s'est passé ensuite, donc ça c'était en août dernier, je suis allé au Game Camp, que je vous recommande très chaudement, je passe mon temps à dire ça, mais le Game Camp c'est vraiment super. S'il y a qu'un salon à faire en France, c'est le Game Camp, parce que c'est très qualitatif, les gens sont adorables comme tout, enfin, c'est vraiment très bien. J'y suis allé en me disant, je veux montrer mon jeu à des éditeurs, pas parce que je cherche un publisher à tout prix, j'étais autofinancé grâce au précédent, mais je voulais juste avoir une sorte d'aval un peu des pairs, des autres, pour avoir voilà, juste un ressenti, est-ce que ce projet était viable du point de vue de gens qui savaient reconnaître des projets viables. Donc je l'ai montré à pas mal de monde. Et il s'avère en fait complètement. Donc j'ai pas mal pitché à base de c'est du Jackie Chan, c'est Kung Fu Hustle, c'est John Wick, etc. Quoi. C'était vraiment la manière de présenter le jeu qui expliquait clairement le truc aux gens. Et en fait, je suis tombé sur un publisher, je ne peux pas le citer pour l'instant, mais bientôt, qui a été plutôt emballé par le truc et qui, du coup, m'a proposé un deal assez rapidement. Et 6 mois après, en fait, je me suis retrouvé à signer avec, alors que ce n'était pas du tout prévu, en fait, ce n'était pas du tout le plan. Et donc, ça a rallongé forcément la durée du projet. Au compte d'aujourd'hui, j'ai encore à peu près, je pense, 1 an et demi de taf, alors que je comptais le sortir cette année, normalement. Mais pour de bonnes raisons, parce qu'on m'a convaincu, effectivement, qu'il y a des choses qui pouvaient être faites, quoi. Parlons-en de ça, publisher. Ce sera le dernier point. Je pense que... Ouais, très bien. J'ai fait les deux sur ces projets. J'ai un projet auto-édité et un projet publié, du coup, enfin en cours de publication. Les deux sont intéressants. Honnêtement, j'étais plutôt du genre c'est nul d'avoir un publisher. En réalité, il y a quand même des gros intérêts et des vraies raisons de le faire. La principale, c'est le paradoxe de l'argent. C'est que quand vous faites un jeu, vous êtes payé après peut-être. Ce qui est quand même, par définition, quand même pas un business model absolument incroyable, parce que vous allez être payé que lorsque votre jeu sortira. Bien sûr, il y a des subventions et tout ça, mais globalement, voilà, les subventions couvrent généralement pas 100% des dépenses. Et donc, vous allez payer après si le jeu fonctionne, ce qui est déjà un sacré problème. Alors, à moins d'être très confiant dans son projet, c'est forcément un truc dangereux. Je vous recommande, petite parenthèse, l'excellente vidéo de Devolver sur You Don't Need a Fucking Publisher, assez court, 30 minutes, et qui explique bien notamment les questions qu'il ne faut pas hésiter à poser à des publishers. C'est une vidéo qui est de 2016, mais qui est toujours très pertinente aujourd'hui, et je l'ai appliquée à la lettre, et c'était bien. Il y a plusieurs choses que les publishers peuvent vous apporter, qui est difficile à faire en solo, c'est déjà le portage console. Souvent, ils ont déjà les prestats, pour peu que vous soyez sur un moteur standard, type Unity, Unreal ou autre, forcément c'est plus simple. Ils vont aussi avoir les deals avec les consoliers, c'est-à-dire d'avoir des contacts directs avec les différents consoliers. Et surtout, ils vont avoir, c'est un truc qu'il faut vérifier, parce que ce n'est pas le cas de tous, même s'ils le prétendent, un reach, c'est-à-dire leur capacité à toucher une audience, en fait. C'est les gens qui ont des passes-droits, c'est les world premiers aux Games Awards ou des trucs comme ça, Game Awards. Ce genre de choses, c'est des passe-droits qu'en solo, on n'a pas, en fait, parce qu'on peut connaître du monde, mais globalement, c'est quand même assez difficile, cher et difficile. Avoir une présence sur les salons, forcément, ils mutualisent, parce qu'ils vont présenter plusieurs jeux sur leur stand. Ça, c'est un truc qui est difficile à faire en solo, à moins d'aller sur les pavillons France ou autre. C'est quand même quelque chose d'assez complexe. Grosso modo, à la fin, vous allez recevoir moins d'argent, mais vous allez aussi passer moins de temps à faire les à côté, notamment le marketing ou la communication en général sur le jeu, ou le QA, ou des choses comme ça. Petit truc, des infos que j'aurais aimé savoir aussi avant, dans le contact avec les publishers, j'ai assez rapidement identifié pas mal de red flags. Les red flags, c'est les points bloquants pour les publishers. Les jeux qui automatiquement les font tiquer, les font s'asseoir au fond de leur chaise en regardant l'air pas très intéressé. Les red flags, c'est vraiment pixel art. Déjà, je pars avec un vrai problème. Platformer. Bon, j'étais en vue de dessus, mais voilà. Les jeux narratifs, les jeux VR, le fait que ça soit votre premier jeu, c'est
toujours l'éternel paradoxe de junior qui devrait être expérimenté, ou le fait que vous ayez demandé trop peu en budget. Il y a un certain nombre de choses comme ça, en fait, de petits facteurs qui sont significatifs et qu'il faut. Ça ne veut pas dire que ça va être bloquant, mais il faut l'anticiper. Vous savez que vous partez avec une épine dans le pied en faisant un jeu pixel art, par exemple. Il faut l'anticiper en disant je fais du pixel art pour telle raison, ça apporte ça, voici les trucs, vous désamorcez des questions en fait. Et donc les red flags, c'est ce genre de choses qui sont pas sexy sur le papier. À l'inverse, si vous dites que vous faites un jeu systémique avec du gameplay émergent ou des trucs comme ça, là, tout le monde est hyper intéressé et ça chope forcément plus naturellement les gens. C'est triste, mais c'est comme ça. Parlons. Je vais vous faire signer une énorme NDA à toute la salle. Parlons des deals publishers. Bon, là, je donne rien de vraiment très concret, mais c'est une info que j'avais pas avant et je trouve qu'elle est finalement intéressante à connaître. Comment ça marche un deal publisher? C'est à peu près la même chose, honnêtement. Ils sont pas très inventifs pour la plupart. Enfin, d'ailleurs, aucun, parce qu'ils ont tous le même truc. Un deal publisher, c'est basiquement, il prend votre jeu, il vous redonne de l'argent en plus ou moins grande quantité. Un deal publisher, ça ressemble à ça. Imaginons que vous demandiez arbitrairement, j'en sais rien, 200 000 € à un publisher. Donc ça, c'est le financement. C'est ce que le publisher va vous donner. Vous recevez 200 000 €, étalés probablement sur toute la production. Et ensuite, vous bossez, et vous sortez votre jeu. À la fin, quand le jeu est sorti et commence à être vendu, le publisher, normalement, fait son taf de faire du marketing, fait du QA, des traductions, tout ça. Le jeu sort. Et donc, le publisher va prendre 90% des revenus. Le 100%, ça se fait plus trop. Honnêtement, si vous avez un publisher qui vous dit 100%, vous êtes largement en droit de ticket, c'est quand même plus la norme. Ça se faisait beaucoup avant, mais plus du tout maintenant. Donc, le publisher va prendre 90% de vos revenus pour recouper son investissement, tout simplement. Il va se rembourser ces 200 000 €, plus, avec une sorte de petite une marge dessus, mais c'est mathématique. Bon, grosso modo, il va se recouper ces 200 000 € d'investissement. Ensuite, on passe, c'est une phase optionnelle, tous les publishers ne l'ont pas, sur la phase margin, qui correspond à le publisher touche encore plus que vous, jusqu'à ce qu'il ait margé suffisamment. C'est-à-dire qu'en gros, il définit un palier qui est écrit dans le contrat et dit jusqu'à 500 000 € après, moi je touche 60% et vous 40%. Et une fois qu'on atteint ce second palier, qui encore une fois n'existe pas toujours, on passe dans le pourcentage final qui est le 60-40, 65-35 ou 70-30 si le publisher est d'humeur généreuse. Mais c'est rarement plus pour avoir vu des trucs. Voilà, un deal publisher, ça ressemble à ça. Et honnêtement, il n'y a pas trop de surprises, c'est à peu près toujours la même chose. Donc j'aurais préféré le savoir avant, parce qu'en fait c'est très con, et ça me permet de mieux comprendre ce qu'on me propose. Mais bon, voilà, c'est pas très. Je ne sais pas pourquoi, c'est pas une info très publique. Un truc à savoir, un autre truc, pro type de signature de contrat. Habituellement, quand vous allez demander 200 000 €, on va vous dire on va vous donner 200 000 € étalés sur toute la durée du développement, de manière linéaire. On va vous donner, j'en sais rien, donc si c'est 24 mois, on va vous donner un 24e de 200 000 € tous les mois. Donc une fraction tous les mois. Il ne faut pas faire ça. Pour deux raisons. Déjà, d'une part, ça veut dire que vous allez avoir des milestones très fréquentes. Et honnêtement, quand vous êtes en train de bosser sur votre jeu, le dernier truc que vous voulez, c'est tous les mois avoir un call, milestone, aller-retour, validation et émission de facture. Ça vous bouffera 1 à 2 semaines tous les mois. Donc, très mauvaise idée. Et ça fait que le risque est pris par le développeur et pas par le publisher. Ça veut dire que si le publisher choisit de se rétracter, à un moment donné, le projet ne l'intéresse plus, il décide de faire une numeraire ou un truc dans ce genre-là, en fait, il va ne perdre concrètement que les quelques mois qu'il vous a payés. C'est-à-dire pas grand-chose sur les 200 000 €. Il reste probablement encore 80% de ces 200 000 € qui n'ont pas été payés. Il faut demander plus à la signature. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à demander largement, idéalement 50%, voire il y a des cas à 100%, mais au moins 50% du financement à la signature. Le fait de faire ça fait que forcément le publisher s'engage avec vous et a beaucoup moins de raisons de se rétracter parce qu'il a déjà mis sur la table 50% de son budget. Plus après les différentes milestones, ça crée en fait forcément une responsabilité plus du côté publisher et moins ça vous protège vous. Donc, et en réduisant votre charge de travail de ne pas avoir des milestones tous les mois. Je le mentionne, mais même si ça se fait plus, mais il faut quand même savoir, personne ne prend l'IP aujourd'hui. Ça se fait plus. Ou alors vraiment, c'est un contrat très spécifique et c'est mentionné clairement. Un contrat de publisher ne vous prive plus de votre IP. Ça se faisait beaucoup, mais globalement, votre IP vous appartient. Si jamais vous rétractez, vous voulez faire un 2, bon, il y a quelques mentions là-dessus, mais globalement, vous êtes libre de faire ce que vous voulez de votre IP de jeu par la suite. Donc ça, c'est normalement, le contrat ne devrait pas vous priver de votre IP. C'est plus trop une pratique, quoi.
contacter les autres studios, les autres devs qui ont bossé avec eux. On lève rapidement des lièvres en général quand on fait ça. On voit très très vite les éditeurs avec qui ça s'est mal passé parce que ça s'est souvent étalé sur la place publique, quoi. Donc ça vaut le coup de contacter les gens. Les gens sont plutôt s'expriment volontiers sur le sujet. Donc on apprend vraiment pas mal d'infos assez vite. D'où l'intérêt des événements comme le Game Camp ou des choses comme ça, puisque globalement il y a à la fois les devs et les publishers qui sont présents à ce genre de salon. Et donc on a très rapidement des infos, des rumeurs, des choses comme ça. Voilà, ça nourrit des infos de background que vous pouvez chercher sur les publishers. Et évidemment, prenez un avocat. C'est cher. Typiquement, une relecture de contrat de publisher, c'est entre 1 000 et 2 000 euros minimum selon la région. C'est très cher. Vous l'intégrez dans votre financement en cachette, vous le dites à personne. Mais globalement, il faut un avocat. Ça, c'est absolument indispensable, surtout pour les contrats à l'international, parce que vous avez des histoires comment on appelle ça, de pays où va s'appliquer les litiges. Donc, est-ce que votre litige est résolu aux États-Unis ou en France, typiquement ce genre de choses. Il y a énormément de clauses qui ne sont pas forcément des clauses malveillantes de la part du publisher, mais des clauses plus avantageuses pour le publisher, en cas de rupture de contrat, notamment, des choses comme ça. Donc, une relecture de contrat, quand vous êtes quasiment sur la fin, c'est absolument indispensable. Ensuite, donc voilà. En bref, et je pense qu'on va être bien, les trucs qui nous semblent, quand on fait un jeu, Jam notamment, ou un projet étudiant ou autre, ce qui semble super cool dans la tête n'est pas toujours super cool sur le papier une fois exécuté. Ça ne veut pas dire qu'on est mauvais ou que le truc a été mal fait. Il y a des fois des concepts cool en théorie qui ne sont pas si fun que ça manette en main, ou qui demanderaient énormément d'aménagement. Vaut mieux le savoir au départ, ça permet d'éviter des déconvenus et de savoir sabrer assez vite si un projet ne peut pas grossir, en fait, typiquement, par rapport au problème que j'ai pu évoquer tout à l'heure, quoi. Quand ça arrive, il ne faut pas hésiter à se poser la question, c'était quoi l'essence vraiment du projet? Dans le cas de Tenjutsu, le timer de 10 secondes et cette histoire de boucle, machin, c'était pas ça l'essence du projet, en fait. Même si c'était la mécanique principale au moment de la jam, l'essence du projet, c'était des tatanes, des coups de pied, et c'était fun, quoi. Et des ennemis qui explosent aussi. Mais globalement, l'essence du projet permet peut-être de sortir un projet d'une ornière en disant, c'est toujours ce que je voulais faire, mais pas de la manière dont ça a été fait. Et on continue, on va sur autre chose, quoi. Et un truc assez important qu'on a tendance à oublier un peu des fois, c'est qu'il n'y a pas d'idée abandonnée. En fait, tant que vous n'êtes pas mort, elle est morte, une idée, en fait, elle est juste mise au placard, en maturation dans une cave d'affinage, et elle ressort d'une manière ou d'une autre plus tard, quoi. Et ça, c'est souvent vrai. Un exemple que j'aime bien citer, il y a 10 ans maintenant, je pense, on avait commencé un petit jeu qui s'appelait Rally Motion Twin, qui était un jeu flash coopératif multijoueur sur le web. En gros, chacun avait une petite voiture, on explorait un monde ouvert, etc. Donc il y avait une forte notion d'exploration dedans qui nous plaisait bien. Un projet qui a été abandonné, qui a été rebooté ensuite en un jeu qui s'appelait Horde Zero, qui était en fait un peu le même genre, hein, mais plus orienté vue latérale, où on était sur une logique de tower defense. Les joueurs jouaient toujours ensemble, mais ils étaient dans des différentes baraques en explorant le monde. Et dans chaque maison, il fallait barricader les portes, empêcher que les zombies rentrent et se défendre, sachant que seul le dernier survivant gagnait un truc. Ça, pareil, ça a été abandonné après pas mal de temps, presque 1 an et demi de dev. Et donc on s'est dit, on va plutôt essayer de faire un tower defense un peu moins multijoueur, mais plus classique, on va dire vraiment jeu de plateforme, avec des ennemis et tout. Et à un moment, on s'est dit, c'est quand même un peu chiant le tower defense, on va peut-être donner du contrôle direct sur le joueur, on va pouvoir bouger à la manette directement et pas avoir des phases plan et observation du déroulement du plan. On a mis du contrôle dessus, on dit, ah, putain, ça serait bien de faire un Castlevania en fait, quoi. Ça y ressemble quand même, ça commence à avoir un peu l'allure d'un Castlevania, et ça a donné Dead Cells pour le coup. Donc les idées en fait, il y a, aussi surprenant que ça puisse paraître, il y a des idées de rallye qui sont aujourd'hui dans Dead Cells, les tourelles aussi du Tower Defense sont dans Dead Cells, il y a tout un tas de choses qui nous tenaient à cœur en fait à l'époque, qui ont trouvé leur place dans le jeu final. Voilà, les idées sont jamais vraiment perdues. C'est juste que des fois, c'est pas le bon projet, c'est pas le bon moment, et elles ressortiront de manière plus pertinente sur un projet adapté. En gros, résumé, j'aime bien les mêmes. Un truc important, c'est que sur les projets de Jam, projets étudiants, vous allez apprendre forcément beaucoup. C'est en condensé, en une semaine, 48 heures ou 72 heures, l'intégralité d'un projet de 2 ans que vous allez faire. Et ça, c'est toujours hyper important. Il ne faut pas le sous-estimer parce que vous avez la pré-prod, prod, release et communication en l'espace de quelques jours. Donc c'est extrêmement... ça a beaucoup de valeur, quoi.
Mais c'est aussi c'est beaucoup d'émotions et de personnel là-dedans. Et donc, il faut savoir avant tout se préserver sur le long terme. C'est-à-dire que c'est pas votre projet du siècle, ça le sera peut-être pas, c'est pas très grave, quoi, même s'il échoue. Mais il faut savoir s'en protéger et de pas s'engager trop émotionnellement là-dedans et savoir se rétracter quand une idée fonctionne pas alors qu'elle nous tenait particulièrement à cœur, quoi. Il faut bien, et là-dessus, c'est ma conclusion sur ce talk, c'est que ce jeu-là, celui que vous faites, ne sera pas votre dernier. C'est vraiment une truc très importante, c'est que, surtout, vous êtes pour la plupart étudiants dans le secteur du numérique ou du jeu vidéo, et donc forcément, vous êtes dans une idée de faire une carrière dans ce domaine-là. Partez toujours dans l'idée que ce jeu-là ne sera pas votre dernier. Et donc, vous allez réussir ou pas. Quoi qu'il en soit, vous allez apprendre, et le suivant, vous allez le faire vraiment 10 fois mieux, quoi. Pour la petite anecdote, j'avais fait un jeu de plateforme quand j'étais au début de Motion Twin, qui m'avait pris 1 an et demi, qui était une sorte de bubble-like et tout. Et aujourd'hui, c'est le genre de jeu que je fais en 48 heures. Alors, c'est pas que je suis devenu absolument génial, hein, c'est juste que maintenant, les physiques de plateforme, je les ai écrémés, quoi. Et donc, forcément, j'ai une habitude aujourd'hui de le faire qui est liée au fait que j'en ai fait plein avant. Et ça, c'est vrai pour tout. Ce qui vous prend du temps au début, qui vous semble compliqué, va devenir vraiment 10 fois plus simple après, mais à condition de faire plusieurs jeux. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez mon mail si jamais il y a des questions en plus après qu'on n'a pas le temps, mais voilà. Déjà, merci beaucoup, c'était trop bien, trop cool. Du coup, effectivement, je vais faire passer le micro si vous avez des questions. Et du coup, voilà, il y a un deuxième micro qu'il faut peut-être que tu allumes, par contre, je ne sais pas. Est-ce que... Donc, si vous avez des questions, je vais monter, vous filez le micro, mais je vais honteusement voler la première question et la poser moi, parce que j'en ai quand même une. Le privilège des organisateurs. Exactement. Du coup, je voulais savoir, tu as dit que tu avais fait beaucoup de game jam, et c'est vrai qu'on voit évidemment la différence entre le proto de Nuclear Blaze et le rendu final, mais quand même, le proto a l'air déjà hyper stylé, je trouve, sur la fin de jour. Et je voulais savoir si tu avais outre le fait d'en avoir fait beaucoup et d'avoir de l'expérience et tout, si tu avais des techniques ou des tips pour comment faire un jeu qui soit polish dans une game jam, parce que souvent, enfin moi j'en ai fait pas mal, et à chaque fois, il y a un problème qui fait que je passe du temps sur tel truc, et puis au final, j'arrive jamais à la phase, enfin, j'arrive jamais à avoir assez de temps pour polish, alors que c'est le truc le plus important au final, parce que les jeux, ils sont pas censés durer longtemps finalement. Voilà, je sais pas si tu as des tips. J'en ai 3, exactement. Le premier, c'est Squash and Stretch. Je veux dire, si vous faites 0 particules dans votre jeu, le Squash and Stretch, c'est le truc où ça s'aplatit, ça s'allonge, où ça se tire vers le haut, ça s'écrase. Ça, si vous faites ça dans la plupart des jeux, vous l'utilisez, je l'utilise à tous les niveaux, même dans Dead Cells, il y en a énormément pour le coup. Vous atterrissez au sol, vous aplatissez légèrement le perso, vous prenez un coup, vous l'aplatissez horizontalement. Grosso modo, ça fait le café de 90% des feedbacks. Le deuxième, c'est le blink, c'est vraiment faire clignoter l'objet en couleur. Ça clignote brièvement en blanc, rouge, vert, etc. Le blanc, intuitivement, on l'associe au shield en général, rouge, les dégâts, vert, le poison. Donc avoir une possibilité de colorer vos entités de manière brève, avec juste un instant. Et le troisième, c'est quoi les particules, évidemment. Je kiffe les particules, je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Mais en gros, les particules, il ne faut pas hésiter à en foutre des tartines. Il sera toujours temps, plus tard, de rétro-pédaler sur le fait que les particules cachent le jeu. Mais quand vous touchez le sol, vous faites 3 spouts de poussière, ou vous donnez un coup, vous faites plein de spouts de sang. Des choses comme ça, mais globalement, déjà avec les 2 premiers, Squash and Stretch et Blink, on fait vraiment l'essentiel, quoi. Ah oui, et Caméra Check. Caméra Check, c'est le 4e. Merci. Alors, qui a des questions? Ouais. Bonjour. Bonjour. J'ai une question. Peut-être que vous avez parlé de ça au début, j'ai raté les premiers slides. À partir du moment où on bascule d'un jeu de jam d'étudiants en l'idée d'en faire autre chose, comment est-ce que vous voyez la communication dans le temps? Et est-ce qu'à votre avis, et dans quel cas et à quel moment il faut faire intervenir une phase de crowdfunding pour augmenter la communauté, choses comme ça? Je pense comme un jeu qui il y a longtemps avait été fait ici, s'appelle Normal Lost Phone. Oui. Et qui est ensuite devenu... un ancien Engine, pour le coup, si je ne dis pas de bêtises, non? Oui, c'est lors d'une jam ici, d'une Global Game Jam que ça s'est passé. Alors, sur la partie communauté, on va dire, bâtir une communauté autour du jeu. Alors, je parlais de wishlist au début pour ce côté-là. Le crowdfunding, c'est une idée, enfin, on commence à le savoir maintenant, c'est pas un truc pour gagner de l'argent, le crowdfunding, c'est un truc pour agréger une communauté, clairement. Et agréger une communauté autour de votre jeu, c'est le nerf de la guerre. Je ne l'ai pas mentionné, la newsletter.
C'est un truc qui semble super saut 2000, mais qui est ultra puissant et toujours aussi, même encore plus efficace. Ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure sur le fait de ne pas faire le jeu de Twitter et Insta et compagnie. Quand vous faites une newsletter, vous avez votre base d'email et vous pouvez la déplacer où vous voulez et vous ne serez pas dépendant des plateformes, quoi. Et c'est assez étonnamment puissant parce que les gens qui sont sur les newsletters sont ce que j'appelle moi les paladins. C'est vraiment vos fans les plus fidèles, ceux qui sont intéressés vraiment par le projet, ce que vous faites et tout. Et donc, tous ces éléments-là, il faut les faire le plus tôt possible parce qu'à moins d'un burst quelconque, qui en général est hors contrôle parce que c'est un super streamer qui s'intéresse à vous et qui fait une vidéo qui fait des millions, globalement, on a rarement un burst contrôlé. C'est-à-dire que ça ne se produit pas comme ça. Et donc, tous ces trucs-là progressent de manière linéaire. Les followers, les nombres d'inscrits sur newsletter, des choses comme ça. Donc, plus tôt vous le commencez, mieux c'est, je trouve, en général. Et il y a un truc qui va avec, qui est graphiste dans la salle. Souvent, un travers de graphiste, plus que de programmeur, c'est pas pour être désagréable là-dessus, c'est qu'on a peur de montrer un travail pas fini. C'est automatique. On dit oh non, c'est pas bon, c'est dégueulasse, j'ai pas fait mes lines, machin, etc. En fait, il vaut mieux montrer un travail dégueulasse et il vaut mieux montrer du work in progress parce que ce que les gens aiment, je parlais du storytelling tout à l'heure, là, les gens préfèrent de très loin un GIF qui montre un bug qu'un GIF qui montre une image super classe de votre jeu. C'est moins communicable, c'est moins intéressant. Et ça, forcément, on peut le faire très tôt dans le projet. C'est que les premiers protos que vous avez, les premiers debugs un peu marrants, les situations un peu bizarres de votre jeu, bah ça, vous pouvez les montrer très très tôt. Et ça agrège en fait. Ça agrège des followers. C'est bien. Alors, je vais prendre des questions ici, mais je vais aussi en prendre en haut pour pas que ce soit le... Voilà, je vais alterner entre les deux. Bonjour. Alors, tu as parlé à un moment de la décision de faire un portage console de Nuclear Blaze. J'imagine que tu t'es aussi posé la question du portage mobile. Qu'est-ce qui a motivé le fait... j'ai cru comprendre que du coup ça s'est pas fait, donc qu'est-ce qui a motivé cette décision ? J'ai un vrai problème avec le mobile. Je kifferais faire du jeu sans mobile, mais je déteste les stores mobiles. Contrairement à... On peut jeter pas mal de pierres à Steam, mais il s'avère qu'en termes de découvrabilité, les stores PC sont quand même largement meilleurs, enfin PC Mac, sont quand même largement meilleurs que les stores consoles, mobiles, pardon. Par le fait qu'eux, ils vont mettre en avant ce qui est rentable, en fait, ce qu'ils appellent le projet rentable, les projets qui buzzent, etc. Donc, par définition, si vous n'êtes pas dans le top 20 en fait, sur mobile, vous ne serez pas visible sur le store. Et les utilisateurs mobiles sont assez peu utilisateurs de canaux de news à côté, ce qui fait, contrairement à la presse jeux vidéo, les gens qui jouent sur mobile ne se renseignent pas sur... Il n'y a pas une presse jeux mobile, ou très peu en tout cas. Et donc, forcément, c'est un milieu qui est dur à percer. Donc, je trouve qu'en termes d'investissement, c'est un ratio qui n'est pas très bon en général. Quand ça fonctionne, c'est cool, parce qu'on touche forcément beaucoup de monde. Mais l'investissement, la complexité du truc, j'avoue, et puis il faut le porter sur mobile, même si aujourd'hui, ça va quand même mieux, c'est mieux que la Switch, pour le coup. Mais globalement, ça reste quand même un peu délicat. Mais ouais, c'est juste le côté fermé du store, je trouve qu'il est trop risqué pour un projet comme ça. Par contre, vous pouvez toujours le faire après. C'était le cas sur Dead Cells, on n'a pas fait le jeu mobile initialement. On était approché par Playdigious qui voulait faire ça. Et c'est eux qui ont géré de A à Z, mais ça s'est fait après le succès du jeu. Donc forcément, c'était une conséquence assez naturelle, quoi. On ne l'a pas fait comme étant un canal de distribution principal. Alors que la version console, typiquement, le portage aujourd'hui, c'est assez anecdotique, encore une fois, hormis la Switch, quoi. Mais, et on est sur un truc qui est relativement fiable, c'est-à-dire que la découvrabilité, les gens qui jouent sur console lisent la presse, suivent les réseaux sociaux, et donc sont exposés à votre jeu en dehors du store, en fait, fermé, quoi. Donc, pas trop mobile. J'aime pas non plus. Bon, allez, Alvina quand même, parce que... Merci et salut. Moi, j'ai une question par rapport à la communication, comme on parlait avant. Est-ce que Nuclear Blaze, tu as commencé à faire de la com dès la jam, ou est-ce que ça s'est fait après ? J'ai fait de la com. En fait, quand tu sors un jeu en jam, souvent, pour avoir des votes dessus, tu es obligé de faire ta com et tout. Sauf que bon, ça n'intéresse que le groupe des gens qui font des jams. Reddit est un excellent moyen pour le coup, parce que c'est vraiment un endroit où, effectivement, les gens sont intéressés par les développeurs et donc on communique facilement. Là où Twitter donne de plutôt mauvais résultats en général sur ça. Mais en fait, il y a eu une période de silence radio au début du passage de Nuclear Blaze Jam vers Nuclear Blaze projet commercial. Mais c'était une mauvaise idée. Donc en fait, j'aurais mieux fait de communiquer tout du long et ça aurait été aussi bien. Parce que pour le coup, j'ai plein de gifs du jeu. Ça, c'est un truc que j'ai tendance à faire. Je vous conseille d'avoir ce réflexe. Faites des screenshots tout le temps.
Gardez un dossier screenshot, date télé, etc., numéro télé, parce que vous serez super content de pouvoir piocher dedans après pour faire un talk, par exemple. Non, mais simplement pour pouvoir communiquer dessus. Et des GIFs, n'hésitez pas à utiliser le replay de NVIDIA, des trucs comme ça. Vous venez de voir un bug marrant, vous le shootez, vous le récupérez en vidéo. Même si c'est juste rangé dans un dossier, c'est une ressource toujours utile. Donc si c'était à refaire, enfin d'ailleurs c'est à refaire, sur Tenjutsu, je communique beaucoup plus tôt. Maintenant, j'attends même plus. Et comme je disais, en plus, les retweets et les choses qui buzzent, entre guillemets, sont plus les conneries que les images polish, en fait. Donc, pas hésiter. Syndrome de l'imposteur, je vous le disais. Je vais monter un peu et puis je redescends après. Salut. Tu parlais tout à l'heure des articles de presse qui avaient été écrits notamment sur le mode enfant. Quels sont les moyens de marketing que tu as utilisés pour arriver à tes 14 000 wishlists à la sortie? Pardon, pour avoir les wishlists Je peux te demander quels sont les moyens de marketing que tu as utilisés pour faire voir ton jeu auprès des gens? Les réseaux sociaux principalement. Reddit pas mal parce que c'est quand même un excellent, il y a un bon taux de conversion pour le coup sur Reddit, beaucoup plus que sur Twitter, et qui en plus a tendance aujourd'hui à s'effondrer. J'avais pas de newsletter à l'époque, je suis en train de la préparer, mais newsletter très clairement, les échos qu'on a tous les studios autour, c'est que c'est un vecteur assez central. Surtout pour sa portabilité, encore une fois, le fait que vous n'êtes pas dépendant d'une plateforme. Et après, pour la presse, il y a une espèce de gating un peu naze sur la presse, qui est que si vous les contactez, ils vous ignorent la plupart du temps. Donc, Nuclear Blaze, j'ai dû envoyer par moi-même presque une centaine de mails, je pense, à différents trucs de presse, où je suis allé chercher chacun des mails à la main et voir à quoi la personne s'intéressait. Presque mail personnalisé. Bon, merci ChatGPT aujourd'hui, je ferai ça différemment aussi. Mais grosso modo, j'ai fait ça à la main pour une rentabilité de 0, je pense. Je suis même pas sûr d'avoir eu une réponse de tout ça. Donc en fait, souvent ce qu'on fait, c'est plutôt on passe par des plateformes de relations presse, comment ça s'appelle, Pop Agenda, des trucs comme ça, qui vont en fait vous faire le mailing directement à la presse en masse, et surtout qui sont plus généralement écoutés par la presse. Quand ils reçoivent un mail Pop Agenda, ils regardent, alors qu'un mail de Sébastien Bénard, ils s'en foutent, quoi. Donc du coup voilà, c'est souvent pour la presse en particulier, on passe plutôt souvent par des plateformes de ce genre-là. Après, petite mention sur la presse rapporte pas de vente, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. La presse, ça sert vraiment au street credit, ce que j'évoquais à un moment. C'est pas de la vente directe, c'est simplement de la notoriété et du placement de jeux. Ça sert vraiment à exister, en fait, quoi. Que votre jeu ne soit pas inconnu quand on l'évoque à l'oral. Mais ça a rarement, j'ai jamais eu un article qui a eu un pic de vente associé. Par contre, un YouTuber qui faisait une vidéo improbable, un pic de vente corrélé directement, oui, ça arrive. Mais la presse, non, ça n'arrive pas. Si vous êtes sur PC Gamer, c'est cool pour le street credit, mais ça apporte rien en termes de vente, quoi. Il y a d'autres questions, il y a ça normalement. C'est hyper bizarre parce que quand on regarde la salle vue d'ici, on finit par avoir une espèce d'effet de perspective, franchement, qui est presque vomitif. Salut, du coup moi j'avais une question par rapport à, justement on parlait de ce qui était graph avec les animations finies, et tu as aussi parlé de tout ce qui était feedback avec Stress and Quads, etc. Est-ce que pour Tenjutsu, tu étais seul, parce que les animations étaient particulièrement clean dans ce que tu as montré? Est-ce que du coup c'est toi qui as fait ça tout seul, ou justement par moment tu peux demander de l'aide à un intervenant, etc., pour ce genre de petits détails? Alors aujourd'hui sur Tenjutsu on est deux justement, je bosse avec un graphiste qui fait les animations de personnages. Moi je fais toujours tout ce qui est environnement et visuel autre, quoi, particules, tout ça. Mais sur les animations c'est un taf qui s'improvise pas, et c'est vraiment un travail difficile, quoi. Donc moi j'aime bien le faire, mais honnêtement c'est pas sérieux de ma part de m'en occuper. Donc la version Jam que vous avez vu, les premiers graphes avec le personnage en kimono blanc, ça c'était moi qui faisais. Et le perso féminin qu'on a vu après avec une touffe orange là, ça c'est un perso qui a été fait par le graphiste justement. Voilà, qui a beaucoup plus de déroulé d'anime, quelque chose de beaucoup plus impactant et plus de trucs cool, quoi. Même si dessus il y a quand même du squash and stretch toujours, parce que ça fait beaucoup râler les gens qui font du pixel art que je déforme leurs pixels, mais je m'en fous. Mais en tout cas, ouais, voilà, sur ça je me fais aider parce que c'est une composante où il y a vraiment beaucoup de taf, quoi. Mais concrètement je pense qu'on va être deux sur ce projet au long terme, quoi. Qui c'est qui levait la main depuis longtemps? Ouais. Bonjour, merci beaucoup pour la presse. J'ai adoré l'aspect envers du décor sur la partie économique. Et il y a un levier économique dont tu n'as pas parlé, qui est l'aide publique.
Oui, Est-ce que tu as je sais pas, une expérience liée à des précédents projets ou est-ce que tu avais pensé à, par exemple, solliciter une aide sur ce dernier jeu que tu as montré? J'ai failli le faire. J'ai eu la flemme. C'est une très très mauvaise raison. Non, parce que les aides publiques sont très très bien. Pour le coup, on est vraiment bien lotis en France depuis quelques années avec le travail et de l'Engmin et du SNJV pour le coup, qui ont vraiment globalement fait un travail de lobbying assez important là-dessus. Donc on est plutôt bien lotis en France sur les aides, CNC, FAJV, tout ça. Et les aides régionales aussi, vous avez forcément des choses aussi locales. Il y a un excellent PDF, je ne sais plus où il est, du SNJV de 2023, qui résume toutes les aides en France. Vous avez un gros PDF qui résume toutes les aides, leurs plafonds, leurs conditions et tout ça. Hyper important juste à feuilleter pour savoir ce à quoi vous avez accès. Donc ouais, vraiment, si c'est un truc à faire, je vous recommanderais le faire. C'est juste que ça prend du temps. Donc si vous avez un producer, faites-le. Je pense que ça vaut le coup. C'est juste un peu chronophage. Une petite info secrète, mais enfin pas si secrète que ça. Il s'agit de subventions délivrées par l'État pour la plupart. Une subvention, si vous avez des gens qui bossent dans le service public, une subvention n'existe que parce qu'elle est utilisée. Ça veut dire que si personne n'utilise la subvention finit par disparaître. Un exemple, c'est l'aide à l'écriture jusqu'à 10 000 € pour des personnes individuelles. Très très bonne aide pour commencer, pour le coup, sans stirette, sans rien, c'est vraiment très très bien. Il faut la demander, en fait. Il faut la demander non pas parce que vous en avez absolument besoin, il faut la demander parce que si on ne la demande pas, ces budgets de l'État seront plus alloués les années suivantes. Donc, paradoxalement, ça vaut le coup de les demander, même si vous êtes plutôt au confort ou que ce n'est pas nécessaire absolument, simplement parce que ça leur permet de subsister et de justifier leur propre existence au long terme, de dire au gouvernement, ben voilà, ça a été utilisé sur plein de sociétés, et donc c'est assez important, quoi. Le corollaire de ça, c'est qu'elles sont globalement pas très difficiles à obtenir, je pense l'aide à l'écriture particulièrement. Souvent, c'est vraiment que de la procédure papier. Et donc, elles sont faciles à obtenir parce que justement, il n'y a pas suffisamment de candidats. Et donc, du coup, en général, on vous le signe sans trop discuter. C'est moins vrai sur les aides à la pré-prod qui sont des budgets plus importants, des choses comme ça. Mais globalement, il y a une volonté de vous donner de l'argent. Donc, faut quand même le savoir, quoi. D'ailleurs, moi, je confirme ça parce que c'est vrai que autant les aides suivantes, aides pré-prod, prod et tout, il faut quand même, je crois qu'il faut justifier d'avoir des employés, une équipe, il faut pas demander plus que 50% de ce qu'on défend. Il y a toutes des règles, mais aide à l'écriture, c'est vraiment open bar. Moi, je l'ai eu par exemple pour un projet, c'était pas très, très compliqué à avoir, c'est un dossier, ça prend pas énormément de temps à faire. Et ce qu'on vous demande de rendre à la fin, c'est pas un jeu, c'est une sorte de GDD en gros. Donc même si à la fin, je sais pas, vous trouvez pas de financement, vous pouvez pas faire le jeu par exemple, bah, en fait, c'est OK. Même si c'est mieux de le faire, je pense, mais c'est OK à partir du moment où vous avez rendu votre document, vous avez un an pour le faire. Donc, effectivement, ça vaut le coup. Non. Non, pas ça du porte tout. très mal son nom, ils appellent ça aide à l'écriture, mais en gros, si vous avez une idée de jeu, voilà, c'est ça, la condition, grosso modo. Donc, vous pouvez le faire vraiment à l'état pré-prod, et c'est jusqu'à 10 000 € pour des personnes morales, c'est pas pour des entreprises, si je dis pas de conneries. Il faut juste avoir sorti un jeu avant, mais en projet étudiant, bon, bah, c'est fait, quoi. Vous avez au moins un truc sur itch.io, probablement. Et donc, c'est globalement assez facile à obtenir, et c'est vraiment une aide qui est faite pour mettre le pied à l'étrier. 10 000 €, c'est absolument rien dans un budget de l'État. Et donc, elle est vraiment là pour permettre aux gens d'avoir une idée, de tester un proto. Après, peut-être que vous demanderez une aide supplémentaire là-dessus, autre, mais c'est vraiment une aide de départ. Et donc, il ne faut vraiment pas hésiter à la demander. Mais effectivement, ouais. Ah oui, ouais, parce que ouais, c'est ça. Donc, il faut vraiment prendre le temps de se renseigner parce que c'est pas forcément évident. Ouais. Mais il y en a plein, ouais. En plus, le truc cool, c'est que les gens qui font comment dire, les gens qui se réunissent pour voter, c'est souvent des gens cool. Moi, par exemple, il y avait Eric Chahi et ils vous font des retours, donc c'est quand même sympa en vrai d'avoir des retours sur votre projet. Voilà. Petit détail sur les subventions, vous pouvez faire relire vos dossiers à l'avance. Ils sont globalement tous et toutes assez ouverts au fait que vous envoyez le dossier pour relecture avant envoi réel. Et ça, il faut vraiment le faire parce que déjà, vous allez apprendre beaucoup. Et en plus, ça va vous permettre d'avoir un avis déjà sur votre pitch deck ou sur votre document. Donc, n'hésitez pas à communiquer même avec le jury pour avoir des premiers allers-retours, pour filtrer, pour ne pas perdre de temps en fait, après, quoi. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour la présentation. Moi, du coup, je m'interrogeais par rapport à votre premier jeu. Vous nous avez montré que vous aviez monté une société dès le début en faisant tous vos chiffrages. Mais finalement, si vous n'aviez pas d'aide publique et que vous passiez que par Steam, pourquoi pas l'avoir fait à titre personnel et éviter un certain nombre de coûts ? Il y a deux raisons à ça. Alors,
laquelle en premier. Première, c'est ma comptable en fait qui m'a dit un truc à un moment donné, me posait, elle est très très cash, mais je l'aime beaucoup pour ça justement. Elle m'a dit non mais est-ce que tu es sérieux sur le fait de vouloir faire des jeux? Est-ce que c'est vraiment t'as envie de faire ça? Ma réponse était oui, bien sûr, j'ai envie de faire des jeux en solo, machin. Elle m'a dit dans ce cas, commence pas en auto-entrepreneur parce que globalement, on va très vite péter les plafonds d'auto-entrepreneur, c'est l'idée, c'est le but quand même, et ça va vite en fait, parce que là je parlais de 30 000 € de burn rate, grosso modo c'est 30 000 € si je dis pas de conneries le plafond auto-entrepreneur. On l'atteint assez vite. Donc globalement, si vous avez prévu de vendre des jeux, vous allez probablement de toute façon arriver aux limites au bout de 2 ans, parce que vous avez droit à 2 ans successifs de plafond. Vous allez très vite arriver à ce plafond de verre en fait. Donc elle m'a dit commence par tout de suite un statut SARL, parce que oui, on paye plus tôt, mais par contre on est directement dans un statut périn. En fait, on est tout de suite sur un statut qui va au long terme. Le problème, c'est qu'on paye tout de suite de l'URSSAF et des formes d'IS et tout ça, d'impôt sur les sociétés. Et du coup, pourquoi je voulais aborder ce truc? Donc voilà, oui, je ne sais plus ce que je voulais dire, je me suis perdu. Mais en gros, ouais, c'est vraiment cette idée de commencer. Ah oui, si, c'est la passation. Ce qui est compliqué, c'est la passation de auto-entreprise à SARL. Basiquement, vous allez devoir revendre votre activité à votre propre société, sur lesquelles l'État va être regardant, parce qu'il va dire non, vous n'allez pas vendre votre boîte pour 1 € symbolique. Et donc forcément, la passation de votre activité, quand vous pétez le plafond en auto-entrepreneur pour devenir une SARL, c'est un peu chiant. Donc c'est de la paperasse en plus, c'est sans doute pas le truc que vous avez envie de faire au moment où vous attendez le chèque Steam qui doit tomber, quoi. Donc voilà, ça m'a plus convaincu, et personnellement c'était plus un levier psychologique de me dire je m'engage à le faire parce que je commence à payer des charges et que je peux pas être laxiste là-dessus. J'avais aussi des questions de droit au chômage qui me permettaient de payer mes 2 premières années, et donc forcément ça c'était un peu une façon de me mettre un peu un coup de pied au cul, de dire je suis une vraie boîte et j'y vais tout de suite et j'aurai pas de... Voilà, il faut y aller, quoi. C'est très personnel, je ne veux pas dire de faire ça forcément. Excusez-moi. Tu parlais des contraintes liées au fait de passer d'un jeu scopé très petit à un jeu beaucoup plus long, en tout cas beaucoup plus ambitieux. Est-ce que tu aurais des techniques ou des astuces pour redonner du souffle à une idée quand on sent qu'on arrive un petit peu au bout, notamment d'un point de vue du design? Souvent, ça passe par les piliers, je trouve. Vous savez, dans les piliers, c'est ces éléments forts dans votre game design. Est-ce que c'est un jeu, dans mon cas, c'était arts martiaux et combat 1 contre plusieurs, dans le cas de Tenjutsu. Dans le premier, c'est que c'est un jeu de pompiers. C'était déjà le pilier principal. Mais le fait que ça soit le seul pilier, en tout cas, il y a le pilier SCP qui s'est greffé après, la narration un peu chelou, qui s'est greffé après coup. Mais c'est des piliers qui étaient trop faibles. Ils n'ont pas été source d'inspiration. C'est un des trucs que j'ai tendance à considérer des piliers dans le game design. C'est un pilier, c'est basiquement quelque chose à qui vous pouvez poser n'importe quelle question sur votre jeu et ça donne une réponse. Si ça donne pas de réponse, c'est que votre pilier est pas bon, d'une manière ou d'une autre, quoi. En général, donc c'est souvent la faute à bien définir c'est quoi l'essence du jeu et la rationaliser dans sa tête pour ensuite être en mesure de puiser dedans, pas à l'infini, mais en tout cas suffisamment pour définir un long projet, quoi. Et dans le cas du jeu de pompier, ça c'est un pilier qui était beaucoup trop faible rétrospectivement. Il aurait fallu forcément rajouter quelque chose ou une autre mécanique. Si j'avais un pet, par exemple, s'il y avait eu une logique comme ça aurait été probablement beaucoup plus source d'inspiration et ça m'aurait sans doute sorti plein d'ornières, en fait, quoi. Donc ouais, j'ai tendance à me tourner vers ça quand le jeu bloque, c'est qu'il y a sans doute un problème à la racine, quoi, à mon avis. Merci. Déjà, super conf, merci beaucoup. Moi, j'avais une question sur les outils que tu pouvais développer, parce que comme tu jammes beaucoup, j'imagine bien, que tu t'es fait différents outils qui t'aident, dont LDTK que tu as sorti par la suite. Quels outils que tu conseillerais d'avoir à disposition pour se lancer dans des game jams, et quels outils tu conseillerais de développer en dehors de ça pour ensuite les utiliser? Qu'est-ce qui t'est vraiment utile comme tools, toi? Les outils, j'ai un rapport assez particulier avec, typiquement LDTK. LDTK, c'est un éditeur de niveau que j'ai créé, j'ai profité du fait d'être en solo pour me dire, je vais faire mon éditeur de niveau de mes rêves en 2D, vraiment l'éditeur de niveau que je voulais depuis longtemps, quoi. J'ai utilisé pas mal Tiled en 2D, c'est un enfer sur Terre absolument ce truc, c'est très puissant, mais malheureusement ça a beaucoup de limites en termes d'ergonomie. Et pour moi, un outil, ça doit vraiment être un bout de chaîne, ça doit pas être en amont, en fait. Souvent, un outil est là pour répondre à un besoin récurrent problématique
automatique, une tâche qui pourrait être automatisée, scriptée ou autre, quoi. C'est rarement un truc que je conçois à l'avance. Pour le cas des LDTK, ça fait 15 ans à peu près que je fais des jams. J'ai toujours bossé avec Photoshop et des grilles de pixels sous Photoshop. Pixel blanc, c'est un mur, pixel noir, c'est le fond. Pixel rouge, il y a un monstre, quoi, grosso modo. Ça, c'était mon éditeur de niveau pendant 15 ans. Et du coup, LDTK est venu, en fait, des limitations de ce truc. À un moment où je me suis dit, j'aimerais bien garder ce paradigme super simple, mais plus riche, quoi. Quelque chose de partir de cette base-là, de l'enrichir, quoi. Du coup, sur les outils, j'ai tendance à réfléchir comme ça. C'est vraiment, pour moi, un outil, il faut vraiment que je me sois fait mal sur un truc pour prendre le temps de créer un outil. La seule exception que j'applique là-dedans, c'est tout ce qui est équilibrage notamment si vous faites un rogue. C'est que j'ai tendance à rapidement faire des outils qui vont brute force, en fait, les statistiques d'objets, des choses comme ça, ou générer plein d'instances d'items pour vérifier un peu à quoi ils ressemblent, s'ils ont des affixes dessus, ce genre de choses. Et grosso modo, ouais, voilà, sur les outils de test, de validation, ça j'en fais beaucoup. Mais les outils de conception, je les fais vraiment plutôt sur le tard en général, quoi. Et Nuclear Blaze, j'ai pissé du sang à la fin, hein, par manque d'outils. Donc maintenant, excusez-moi de l'expression, mais Tenjutsu est basé sur des outils justement qui sont l'héritage de Nuclear Blaze, qui fait dire ça c'était vraiment problématique. Ça justifie de passer 2 mois à créer un outil entre les deux, quoi. Je ne l'ai pas fait, j'ai pu sortir le jeu quand même, mais il y a des trucs où effectivement c'était très très pénible, ça c'est sûr, quoi. Mais on ne sait jamais, voilà, on sait jamais à l'avance si l'outil va être utilisé 1 fois ou 10 fois en fait. Donc quand on est solo, c'est dur. On a le temps pour une toute dernière question et j'en profite parce que j'ai complètement oublié de vous dire qu'après on aura un petit quart d'heure de pause en gros et ensuite à 11h30 il y a 2 workshops différents, donc il faudra choisir lequel vous voulez assister. Grégoire Jandot qui va nous parler des IA dans Fury, qui ce sera ici exactement là, et Lauriane Espinadel qui va nous parler de conception sonore et c'est en E06. Si vous avez des questions vous pouvez demander au staff, mais voilà. Dernière question du coup. Bonjour, merci pour la conférence. Ça tombe super bien pour nous parce qu'en ce moment, on est en train d'essayer de voir les aspects business de nos prototypes. Ouais. Donc, parfait. Je suis un ex-ingé. D'expérience, la hiérarchie, c'est plus ou moins pour les gens qui ne savent pas communiquer. Et j'avais vu le reportage de Motion Twin à l'époque sur le fait que vous aviez tous une part égale sur les décisions de ce que j'ai compris. Maintenant que tu es parti, avec le recul, qu'est-ce que tu en penses de ce système-là ? Très vaste sujet. J'en pense que je suis toujours très fan de l'idée. On a fait ça, on a commencé nous en SARL en 2001. Et ensuite, on est passé 3 ans après en scope. Mais dès le départ, on avait ce modèle égalitaire. On avait un système d'égalité de décision, de temps de travail et de salaire, égalité stricte. Donc tout le monde était payé la même chose, quelle que soit l'ancienneté, le job et tout. Ce qui était très très cool sur le papier. Il y a beaucoup de choses qu'on a appris sur le long terme. Déjà, c'était très très dur de recruter, parce que ça veut dire que chaque personne qui rentre dans l'entreprise doit être à la fois compétente dans son métier, normal, on recrute, mais aussi quelqu'un avec qui humainement on s'entend et avec qui on va être, au-delà de s'entendre, capable de s'engueuler et que ça se passe bien. Ça m'arrivait plein de fois de m'engueuler vraiment très très fort avec mes collègues et d'aller boire des bières le soir après, en mode on passe à autre chose, quoi. Et il faut vraiment, il y a un petit travail psychologique à faire là-dessus qui n'est pas du tout évident. Donc le recrutement, c'est très 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 compliqué. J'insiste beaucoup, ça a été sur les 20 ans de Motion Twin, enfin les 18 ans où j'y étais, mais c'est encore le cas aujourd'hui, c'est un problème majeur, quoi. Donc on a du mal à recruter correctement les gens. Et le deuxième truc, c'est que très paradoxalement, un système égalitaire nécessite beaucoup plus d'outils et de garde-fous qu'un système classique. On avait un petit livre rouge en PDF en interne qui définissait que pour tel type de décision, on avait tel type de système de vote. On avait le lancer de dés en dernier recours dans le truc qui disait que quand vraiment on n'arrive pas à se mettre, c'est arrivé une fois, on n'arrive vraiment pas à se mettre d'accord, on peut lancer un dé, advienne que pourra, quoi. Donc c'est un système qui est très paradoxalement excessivement encadré. Je vais citer une anecdote que j'aime bien, qui illustre bien ce truc. On n'avait pas de RH dans l'entreprise parce que forcément tout c'est égalité, donc on n'avait pas de ressources humaines et pas quelqu'un qui avait un rôle plus important que l'autre, quoi. Donc forcément, le jour où on a commencé à avoir des problèmes humains, qu'on a un petit peu grossi, qu'on dépassait les 10 personnes, on commençait forcément à avoir des petites dissensions, des choses qui se passaient mal avec un tel, mais qui sont dures à aborder directement parce que c'est au-delà du problème de communication, c'est juste que c'est un truc difficile à faire et on n'a pas envie d'être malveillant avec les gens, on n'a pas envie de leur rentrer dedans de base. Donc on avait monté un petit script que j'ai très mal nommé la catapulte. C'était une très mauvaise idée. On a renommé ça en Marvin après, c'était un peu plus logique. Mais grosso modo, c'est un petit script dans lequel on pouvait aller cocher des cases et signaler des gens avec qui on avait un problème. On allait dessus, c'était une black box dans laquelle on pouvait cocher les noms de quelqu'un, d'un associé qui nous posait un problème.
Et c'était enregistré dans une petite base de données cryptée et tout ça, donc très protégé aussi pour éviter tout problème, quoi. Et en fait, le lendemain matin, 8h, Marvin vérifiait s'il y avait au moins 2 signalements sur quelqu'un. Ça envoyait un mail à toute l'équipe pour dire « Mettez-vous d'accord, les gars, les filles, parce qu'il y a un problème avec cette personne, y compris la personne. Il faut faire une réunion. » Et ça servait en fait, en gros, à faire le filtre que fait le RH, qui vous permet de répondre à la question, de savoir est-ce que je suis isolé à avoir un problème avec cette personne, auquel cas, c'est à moi d'y aller, d'aller lui parler, simplement, ou est-ce que c'est un problème qu'on est plusieurs à avoir, mais qu'on n'ose pas aborder parce que c'est délicat. Pour dire qu'on est allé loin sur des systèmes, c'est quand même assez tordu, quoi. Si c'était à refaire aujourd'hui, j'utiliserais quand même une forme de hiérarchie pour trancher, simplement parce qu'il y a des fois, il faut avancer, il y a de la production et des délais, et une égalité au quotidien, mais avec toujours un lead bien marqué sur certains sujets, juste pour éviter que des discussions s'enlisent, quoi. On avait un peu ça tacitement à Motion Twin, mais ça n'a jamais été formalisé qu'il y avait un lead dev, un lead machin, etc. Ce qui fait que certaines discussions s'éternisaient beaucoup parce que la personne qui officiellement était la plus compétente réellement pour ça n'avait pas une voix supplémentaire. C'était pas comme Loup-garou, vous êtes maire, voilà. Il fallait discuter jusqu'au bout, quoi. Donc si c'était à refaire, je ne ferais pas forcément de l'égalité stricte. Je mettrais l'égalité sur le salaire, l'intéressement, parce que je pense que ça, c'est des vecteurs positifs. Mais je pense que l'égalité de décision n'est pas top. Et je finis juste sur un tout petit point là-dessus. Une leçon qu'on a découvert avec Motion Twin, c'est que la liberté et l'égalité, c'est pas aussi bien que ce qu'on pense pour la plupart des gens. Il y a plein de gens qui reçoivent la liberté comme étant un cadeau. Et j'avais l'impression, quand on était à Motion Twin, que donner de la liberté aux gens était très cool. En fait, en réalité, c'était une source d'angoisse pour beaucoup de gens. Je dirais à peu près 50% des personnes qui sont passées à MT et qui aujourd'hui l'ont plus ou moins mal vécu avec le temps. Mais des fois, l'excès de liberté crée du syndrome de l'imposteur, crée de l'angoisse, crée d'en faire trop le week-end, de bosser jusqu'à pas d'heure, parce qu'on veut être à la hauteur. Surtout si on a égalité de salaire avec quelqu'un qui est là depuis 10 ans, ça crée une attente, mais qu'on nourrit soi-même, pas que quelqu'un vous dit, qu'on nourrit soi-même. Et finalement, l'excès de liberté, ça c'était la raison principale pour laquelle je le ferais plus aujourd'hui, ce serait ça. C'est le fait que tout le monde n'a pas envie en fait de ça, et on a tort de croire que donner la liberté fait plaisir. C'est souvent source d'angoisse en fait, quoi. Encore merci pour la conférence. Je vous propose qu'on l'applaudisse. Voilà. Merci.